ça y est, il y a enfin un autre top des années 2000, parce qu'il y avait eu un top des années 2020, il y avait eu un top des années 2000, un top 100. Et là, du coup, on a un troisième top qui vient de sortir, qui est du coup le top d'après les spectateurs, les lecteurs du New York Times. Donc ça m'intéresse un petit peu parce que je me dis, bon, est-ce que les lecteurs du New York Times vont avoir bon goût? Et du coup, ça y est, il y a du coup 200 000 lecteurs du New York Times qui ont pu donner leurs avis, qui ont pu dire, voilà ce que j'apprécie dans le cinéma, voilà les 100 meilleurs films. Je crois que c'était des top 10 qui étaient donnés à chaque fois, c'était des top 10 qui étaient donnés pour les meilleurs films du cinéma. Alors moi, je vous avoue, j'étais un petit peu circonspect. Je me disais, bon, est-ce que si c'est pour voir les mêmes top 100 qu'avant, etc., il y a une option pour cacher les films du top, et finalement, il y avait quoi? Il y avait les films du top qui n'étaient pas dedans, il y avait une trentaine de films. Je me suis dit, bon, c'est pas si intéressant que ça. Mais par contre, je suis descendu un petit peu, et j'ai vu ça. J'ai vu, pour le fun, voici les 400 films après ce top 100. Ce qui nous donne du coup un gros top 500 des meilleurs films du cinéma du 21e siècle. Et moi je me suis dit, ok, je vais regarder, tac tac tac, ouais, il y en a quand même beaucoup. Il y en a quand même beaucoup des films là dans cette grille là. Et je me suis dit, putain, c'est une montagne. Alors je sais pas si je les ferai tous là ce soir, si je les ferai tous. Mais globalement, voilà, il y a quand même ce truc où on va regarder. Ah oui, non, mais il y a des films dedans où je me dis, bon, est-ce que c'est nécessaire? Mais bon, on va regarder un petit peu tous ensemble ce top-là, parce que moi, ça m'intrigue un petit peu. Top 500, du coup, des meilleurs films du 21e siècle. Alors, faut quand même se dire un truc par rapport à tous ces tops-là, et moi, j'avoue que ça me chafouine un petit peu à chaque fois, c'est que quand même, à chaque fois, c'est des tops centrés sur la culture américaine, sur la culture occidentale de manière générale, mais surtout sur la culture américaine et britannique hein, qui travaillent en conjointure. Je sais qu'il y a un truc d'ailleurs qui m'avait surpris quand j'avais regardé. C'était qu'il y avait... Oui, non, mais déjà, il y a des trucs là, ne serait-ce que dans cette liste-là, où on voit même pas une centaine de films. Il y a déjà des films où je me dis, waouh, c'est top 500, bref. Mais il y avait un truc qui m'avait fait bizarre, c'est que dans ce que ça disait autour des salles qui étaient vides, ça disait la production britannique Lilo et Stitch. Moi je me disais, mais c'est britannique ce film? Bon, ok. Enfin voilà, il y a plein de productions britanniques qui en soi sont des productions britannico-américaines, etc. Enfin voilà. Il y a quand même ce truc où les Américains sont extrêmement auto-centrés, mais c'est même pas que les Américains, parce que là, on va regarder le top des lecteurs. Le problème, c'est que dans le top des lecteurs, il y a quand même énormément de films américains également, de films états-uniens. Et donc moi, ça me chafouine beaucoup parce que je me dis, mais en fait, il y a plus de place quelque part pour le cinéma, ne serait-ce qu'européen, ne serait-ce qu'européen bien sûr, mais également asiatique, d'Amérique du Sud, africain, océanique, enfin des trucs du genre. Il y a quelques films d'Australie dans l'eau, bah, il y a les Mad Max, quoi, c'est tout. Voilà. Mais sinon, il n'y a pas grand-chose. Et c'est à chaque fois, je trouve ça regrettable à quel point il y a ce truc où dans la culture occidentale on ne voit que l'Occident quoi, et ça me rend triste, même si voilà il y a ce truc où dans la culture chinoise on ne voit que la Chine également, enfin il y a quand même ce truc là, et mais c'est assez regrettable, et je trouve ça dommage à quel point notre culture est vraiment extrêmement centrée sur nous-mêmes quoi, et extrêmement chauvine quelque part. Ça me rend triste quelque part. Mais bon, ben on va y aller. Alors, du coup, premier film du coup top 500, c'est The Farewell. Alors The Farewell, il me semble que c'est l'adieu, c'est ça, l'adieu de 2019. Un film que j'ai vu, que j'ai trouvé mine de rien pas trop terrible. Enfin, je trouvais ça assez long, enfin, je trouvais ça pas trop intéressant, hein, mine de rien aussi. Il y a cet aspect-là qui finalement m'a pas fait tiquer. Enfin, je vois le sentiment que ça essaie de donner. Il y a un côté aussi très ah, je ne comprends pas où ça va, je ne sais pas trop, je sais pas trop où ça essaye d'aller, et je vois le truc de
comment dire, de sentiment de gêne également, parce que c'est un film qui raconte, je crois, alors de souvenir, c'est Awkwafina, je crois que c'est ça son nom, qui retourne dans sa famille en Chine, parce que c'est le mariage de quelqu'un, je crois, et en plus, on lui a pas trop annoncé, mais en fait, sa grand-mère est en train de mourir progressivement, et donc il faut lui annoncer quelque part, et il faut quelque part aussi profiter de ça, et voilà. Il est derrière un paywall. Je vous envoie avec de manière unlocked l'article. Tac. Mais en tout cas, il y a quand même ce truc où effectivement, moi, ça m'a un peu. En fait, il y a ce truc, tout ça pour ça, quelque part dans le film, et où je suis sorti de la salle, je me suis dit, ah oui, bon, ça finit comme ça. Bon, voilà quoi. Et c'est pas terrible. Long Days, Journey into Night. Alors, est-ce qu'il y a un titre français différent? Le long voyage vers la nuit, peut-être. Ok, c'est une adaptation du long voyage vers la nuit que je n'ai pas vu personnellement. Film de 2025. Ah oui, putain, film de 2025, faut oser pour y aller, hein, bien sûr. Ah oui, si vous avez un letterboxd de tout ça, j'avoue que je suis preneur. Film qui est prochainement en salle, donc de toute manière, je peux pas le voir. Mauverne Calar. De toute manière, il y a aussi un truc, hein, c'est qu'il y a aussi quelque chose. Le voyage de Mauverne Calar, je ne connais pas du tout. Ça m'intrigue un petit peu. Pourquoi il y a une série dans le temps? Oui, non, mais les gens, c'est un foutoir, ces listes-là, hein, de toute façon, évidemment. Le voyage de Mauverne Calar. Ok, parce que, vous savez quoi, j'allais dire, oh, magnifique le Letterboxd. Ne serait-ce que, moi j'ai envie de voir combien j'en ai vu. J'en ai vu 73%, j'en ai vu 366. Et ben, je fais quasiment tout dans le top 100, mais waouh. Mais en tout cas, du coup, j'allais dire un truc, j'allais dire que il y a aussi beaucoup un effet de récence. Ah, c'est le Bigan! C'est le Bigan, Long Days, Journey into Night. Ah, intéressant du coup. Parce que moi, Bigan, faudrait que je me penche un peu plus. Du coup, ça, c'est un film de Lynn Ramsey. Ok, je connaissais pas du tout. Mais Lynn Ramsey, apparemment, c'est du très bon, donc voilà, pourquoi pas. Je suis qu'à 30% comme Games. Ensuite, du coup, ah, bon, un film que je connais. Evangelion 3.0 plus 1.01 Thrice Upon a Time. Bon, bah, pour moi, c'est un chef-d'œuvre, hein, bien sûr, ce Evangelion. Je trouve que c'est absolument incroyable. Je trouve ça. Ce que je trouve le plus horrible et ce que je trouve le plus atroce, c'est que vous savez, on parle beaucoup des films qui ne sont jamais sortis en salle. Celui-là, enfin. Celui-là, pour moi, la vérité, j'adorerais qu'il y ait genre une rétrospective, enfin un marathon des 4 films Rebuild. Je trouverais ça absolument incroyable à vivre en salle avec les gens et tout. C'est un remake mais sans la dépression. Non, justement, ça a quelque chose à dire là-dessus. Ça a quelque chose à dire sur cet aspect dépressif, sur cet aspect absolument horrible aussi de la vie et cet aspect, quelque part, la vie continue. Moi, je me souviens, il y a un tweet qui était absolument légendaire. Si vous pouvez le voir en grand écran avec aller à la Japan Expo hier. Ouais, mais bon, à la Japan Expo, est-ce que c'est le meilleur endroit? Non, en Belgique, ils l'ont vu en salle. Les Belges, putain. Mais en tout cas, moi, je trouve, il y a un tweet qui résume très bien d'ailleurs ce Evangelion 3.0 plus 1.0. C'est un tweet qui disait Hideaki Anno, il a fait le meilleur film de tous les temps. C'est dommage qu'il n'ait pas fini avec La misère est si belle de PNL. Donc voilà. Alors il se place où par rapport à la série? Ça c'est très important comme question. C'est un remake de... alors c'est du coup... Il y a eu Evangelion, la série, les 26 épisodes. Il y a ensuite du coup The End of Evangelion qui est... en fait on jarte les épisodes 25 et 26 et c'est une sorte de re-racontage des épisodes 25 et 26 d'un autre point de vue, on va dire. Enfin, c'est souvent vu comme ça. Et ensuite, du coup, il y a eu les Rebuild of Evangelion, qui sont du coup des remakes en 4 films. Donc 1.0, 2.0, 3.0, enfin ça suit plutôt bien. Et ce 3.0 plus 1.01. Et voilà, moi je trouve ça absolument horrible qu'il soit diffusé exclusivement du coup sur Amazon Prime. Je trouverais quand même, enfin c'est vraiment, voilà. C'est un What If The End, oui voilà, c'est ça. Mais il y en a qui l'interprètent comme... un re-racontage on va dire mais je trouve quand même que oui il y a ce côté où c'est excellent et voilà quoi. Justement la série originale a été faite pendant qu'il était déprimé, les remakes sont faits post-déprime et pendant et perdent tellement. Bah oui non justement je trouve que ça ajoute de l'espoir. Vous savez moi c'est ce graphique là c'est cette image là avec le mec qui a une injection d'espoir. Je trouve que c'est ça en fait quelque part Evangelion
Et voilà. Evangelion, vous regardez la série, puis The End of Evangelion, et les 4 films Rebuild, c'est simple. En vrai, c'est dans l'ordre. Vous regardez dans l'ordre de sortie. Moi, je trouve toujours les gens qui disent on regarde dans quel ordre les films. Non, vous regardez dans l'ordre de sortie. C'est pareil pour Kingdom Hearts, c'est pareil pour plein de séries comme ça qui ont l'air très bizarres. Vous regardez dans l'ordre de sortie, vous regardez pas dans l'ordre chronologique entre guillemets, vous regardez dans l'ordre de sortie, et puis voilà, c'est une série qui a eu son remake. Donc voilà. 496, putain, je me rends compte qu'on est au 496. Downfall, du coup, que je ne connais pas. Ah, c'est la chute. Ah oui, putain. Oh là là. Oui, bon, bah, la chute. Oui. Les vannes sur la sortie, sur l'ordre de sortie de la série Fate. Oui, voilà, sur Fate. Sur Fate, ça se comprend parce qu'il y a ce côté où il y a des gens qui n'ont pas envie de tout voir et qui se disent je regarde quoi pour être bien. Mais et c'est pareil pour Gundam, c'est pareil pour plein de trucs, mais voilà quoi. C'est pareil pour Dotak, enfin voilà. Bon, la chute, moi je vous avoue, j'ai pas regardé, donc je sais que c'est ce genre de film vraiment mythique, mais je l'ai pas vu. Dallas Buyers Club, oui. Oui. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Tout mon top 10 est dans le top 500 peut-être. Bah ouais, à voir. Dallas Buyers Club, j'avoue qu'aujourd'hui, c'est dur à défendre comme film, parce qu'il y a ce truc où le temps est passé, le temps a fait son tri, et que le portrait, déjà l'interprétation de Jared Leto, je sais qu'elle est aujourd'hui assez vue comme problématique. C'est assez chiant. Tu regardes pas sur Letterboxd. Je pourrais regarder sur Letterboxd peut-être. Parce que ça pourrait le faire. Ouais, je vais regarder sur Letterboxd tant qu'à faire. Tac. Je vais regarder comme ça va être plus simple en vrai. Et au moins il y aura les affiches à chaque fois. Tac. Est-ce que je suis connecté sur Letterboxd? Ça je sais pas par contre. Je sais pas si je suis connecté sur Letterboxd. Mais tac. Oh, Letterboxd, arrête de laguer. J'ai envie de voir la liste. Mais bref, en tout cas, Dallas Buyers Club, je sais qu'aujourd'hui, c'est pas si compliqué, mais au point où les gens qui font des vidéos sur l'ordre de visionnage sont devenus de vannes, oui, bien sûr. Mais je trouve que ouais, Dallas Buyers Club, il est dur à défendre aujourd'hui, je pense. Il y a ce truc-là où c'est compliqué. Alors, je suis pas connecté, donc j'ai pas tous les films que j'ai vus sur Letterboxd. Mais c'est pas grave, hein, écoutez, putain, je vois le top 100 en même temps. Je me dis, bon, on est gratiné, hein. Ensuite, du coup, I'm Thinking of Ending Things. C'est récent, ça, comme film, je crois, hein. Il me semble que c'est relativement récent. Je vais juste rajouter la liste quand même du New York Times sur le côté au cas où. Tac. Tac, tac, tac. Parce que j'ai fait aussi mon truc. I'm Thinking of Ending Things. Ah oui, c'est de Kaufman, oui. Ça, pareil, il y a aussi un vrai truc, c'est que va y avoir quand même un petit effet de récence, hein, par moment sur certains films. Donc c'est un petit peu dommage. Mais oui, bon bah, I'm Thinking of Ending Things de Charlie Kaufman, moi je ne l'ai pas vu. The Holiday, je ne l'ai pas vu. Everybody Wants Some, je ne l'ai pas vu. Je sais pas s'il y a des films pareils que vous conseillez de ce que j'ai pas vu, hein, bien sûr. Mais tac, je remets juste bien pour TikTok, à peu près. Harry Potter et la Coupe de Feu, pourtant c'est mon préféré. Ah non, c'est celui que je déteste le plus, pardon. 2020 c'est plus récent, c'est vrai. Mais je me disais, ok, c'est un truc qui est sorti il y a pas longtemps, parce que je confonds avec un autre film qui a à peu près le même titre, je crois. Mais Everybody Wants Some, regarde-le. Ok, bah écoute, je vais me le mettre dans ma liste. Dès que... Ah, c'est par Linklater, ok. Ok. Donc pourquoi pas. C'est bien le pire, ouais c'est ça, c'est le pire malheureusement. Parce que bah on s'emmerde. C'est celui avec Pattinson, c'est ça, la Coupe de Feu, il me semble. Bon bah globalement on s'emmerde vachement. Close malheureusement je l'ai loupé. Mais il faut absolument que je le mate. On m'en dit que du bien. On me dit qu'il est vraiment fou. Et je trouve que c'est le genre de film où ça a sa place ici. Notamment parce que... Alors il faut le voir un petit peu, mais... Il y a quand même ce truc où... avec les coupes de cheveux de fou furieux, oui. Mais il y a quand même ce truc où... Close... J'ai l'impression que c'est le genre de film qui est dans beaucoup de top 10. Mais assez haut même dans beaucoup de top 10. Donc ça m'étonne pas tant que ça qu'il soit là, finalement. Mais il faut vraiment que je le mate, il faudra vraiment que je le rattrape un jour. Ça va, c'est dans ma priorité, vous inquiétez pas. Ensuite, du coup, on a Pearl. Alors, Pearl, je me dis, j'espère juste qu'il n'y a pas X ou Maxine plus loin dans le top, parce qu'ils sont clairement bien plus mauvais que Pearl. Pearl, je trouve qu'il essaye vraiment quelque chose dans sa démarche stylistique, dans sa démarche formelle, par rapport à X et à Maxine, qui sont vraiment nul, c'est vraiment des mauvais films, hein, vraiment. Et je trouve que c'est vraiment très mauvais. Et X, il y a un petit peu des trucs à sauver, mais je trouve que Pearl, il est... Mais c'est le meilleur, quand même. Même s'il n'est pas génialissime non plus, mais c'est le meilleur.
Voilà, mais le mieux est l'ami du bien, j'ai envie de dire, quelque part. Il y a quand même cet aspect-là. Alors, May December, moi je sais que mauvais était un peu dur, ouais, mais il est pas si génial que ça, hein. C'est ça surtout où je veux en venir. May December, moi je sais que j'ai ce truc, retirer toutes les caméras des mains de Ty West, il est tellement nul. Non mais je comprends pas le culte autour de Ty West, ça par contre c'est un vrai truc, hein. Je ne comprends pas ce culte autour de cette personne-là, je sais pas pourquoi d'un coup il y a plein de gens qui l'adorent, il y a plein de gens qui l'admirent, et qui disent que c'est un super réal ou un truc du genre. Moi je trouve qu'il est midesque au possible, hein, vraiment, enfin c'est... qu'il est pas très bon, enfin je comprends pas pourquoi on lui a confié une trilogie, tiens d'un coup comme ça. Voilà quoi. X, c'est vraiment le slasher basique sans imagination, vraiment justif. Mais oui, c'est ça qui est fou, quoi. May December, moi je suis de la team qui a bien aimé May December. Même si, encore une fois, c'est un petit peu abusé parce que, encore une fois, comme beaucoup de films, hein, c'est vous mettez la copie et pas l'original, quoi. C'est-à-dire que oui, j'adore la nouvelle vague, j'adore les dilemmes amoureux de la nouvelle vague, mais vous mettez pas des films qui sont des descendants d'aujourd'hui. Ça m'intéresse pas tant que ça, quoi, finalement. Mais pourtant, ça reste bien. Ça reste vraiment cool. Pourquoi pas. Tous les autres films pas dans la trilogie sont tout aussi gays, voire plus. Mais oui, j'ai l'impression que Ty West, sa trilogie phare, c'est la trilogie X avec Mia Goth, tout ça. Mais le reste, personne n'en parle, et j'ai l'impression que c'est parce que c'est nul. Mais même sa trilogie phare, elle est gaze, quoi. Enfin, c'est... Bref. The Menu, je ne l'ai pas vu, malheureusement. Ça m'étonne pas qu'il soit dans un top comme ça, mais personnellement, je l'ai pas vu. Donc voilà, je peux pas non plus trop me prononcer. Mais voilà. Bohemian Rhapsody. Je comprends pas pourquoi il est là, Bohemian Rhapsody. C'est vraiment, enfin, c'est dingue, quoi. Vous voulez nous tuer. Vous voulez vraiment nous tuer, en fait, avec ce genre de proposition-là. C'est fou, quoi. C'est vraiment dingue, hein. Enfin, je comprends pas parce que c'est un film, évidemment, il y a eu tous les reproches du monde qui lui ont été faits, notamment le fait que le montage était absolument dégueulasse. Enfin, c'est vraiment... c'est dingue, quoi. Je comprends pas que ce film-là soit là, je comprends pas qu'il soit ici, enfin, c'est... Il y a des films bien meilleurs qui sont en dessous, quoi. Même Evangelion est meilleur que lui, enfin, c'est... Quand même, quoi. Il y a vraiment des gens qui aiment Bohemian Rhapsody, je suis dépassé. Bah, parce que, en fait, c'est ça le problème avec Bohemian Rhapsody, c'est que c'est un film jukebox où il y a du coup des moments qui sont absolument qui sont cool parce que bah il y a les musiques de Freddie Mercury. Voilà, c'est tout. Y a-t-il aussi des bons films dans ce top? Bah, pour l'instant, on a eu Evangelion qui était super, L'Adieu qui est sympa, mais voilà quoi. High Fidelity, je ne l'ai pas vu. C'est un film j'allais dire de Linklater, non pas du tout, de Stephen Frears. Ok, je ne l'ai pas vu, donc je ne peux pas me prononcer. Furiosa. En fait, je trouve ça sympa qu'il soit là parce que quelque part, l'effet de récence autour du film a été vraiment très très fort autour de celui-là. Donc je me dis pourquoi pas qu'il soit ici finalement. Et parce qu'il y a vraiment eu un effet où j'ai l'impression que ça a été le plus grand film de tous les temps. La vérité, c'est que c'est un très bon film, c'est vraiment super. Je trouve ça déjà bien qu'il soit là, mais mériterait quand même vraiment d'être au-dessus. Et par contre, je trouve que le fait qu'il soit pas dans le top 100, je vois à peu près. Parce qu'il y a quand même ce truc où c'est quand même meilleur film du 21e siècle. Hein. C'est long le 21e siècle. Hein. Il y a vraiment beaucoup de trucs. On t'entend que à gauche, mais arrêtez, mettez pas des casques si vous regardez ça sur TikTok. Je sais pas pourquoi on m'entend que à gauche d'ailleurs sur TikTok. C'est vraiment. Bref. J'essaye de régler ça tout le temps, mais bref. Mais en tout cas, du coup, oui, ça me paraît tout à fait normal. Mais ça mériterait un petit peu d'être au-dessus quand même, ce Furiosa. Ensuite, du coup, ici, Bill Street pouvait parler, je ne l'ai pas vu. Beautiful Boy, c'est de qui déjà? C'est avec Steve Carell, Timothée Chalamet. Ok, bon, ça va être le film que les gens ont vu parce qu'il y a Timothée Chalamet dedans. Lady Vengeance, je sais plus si je l'ai vu. Tiens, je sais plus du tout. Parce que je confonds avec un autre, je crois. Non, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Ok, donc je ne pourrais pas trop me prononcer. Mais apparemment, c'est super. Enfin, voilà, évidemment. Ensuite, du coup, on a. Alors, Lady Vengeance, c'est de. Oui, on est d'accord, c'est par Chan-wook, oui. Je ne l'ai pas vu, du coup, c'est ce opus-là que j'ai pas vu. C'est Les Nouveaux Sauvages, ça, du coup. Oui, c'est Les Nouveaux Sauvages, ok. Les Nouveaux Sauvages, très bon film à sketch, excellent, vraiment cool, vraiment sympa. Il n'y a pas grand-chose d'autre à en dire, c'est vraiment un film très très chouette. C'est. Voilà, hein. Il n'y a pas grand-chose d'autre à en dire.
top 500 des meilleurs films du 21e siècle, je trouve ça un petit peu abusé. Et Divergence, c'est le moins bien de la trilogie. Ok. Ça me rassure un petit peu. Mais en tout cas, voilà, il y a ce truc où c'est très bien, mais top 500 des meilleurs films du 21e siècle, bon, faut un petit peu reculer quand même. Hein. Ça va, hein. Trois idiots, c'est un film indien, c'est ça? Trois idiots, il me semble. Three Idiots. C'est avec Amir Khan, c'est pas mal. Ok. Ok. Bah, apparemment, c'est cool. Moi, je crois qu'on me l'a recommandé. Il me semble qu'il était dans un des bingos qui était passé précédemment. Donc pourquoi pas, finalement. Ensuite, du coup, on a eu Silent Voice. Alors, je me demande d'ailleurs si c'est pas le premier film d'une réalisatrice pour l'instant dans Stop. Dans la vingtaine qu'on a vu pour l'instant. Ça serait audacieux, j'ai envie de dire. Mais oui, du coup, Silent Voice, bon bah oui, c'est très bien Silent Voice. Après, bon bah. Ouais, oui, c'est quand même bien. Non, quand même, je vais pas abuser. C'est un très bon film. Top 500, je sais pas si ça mérite. Ça mérite dans le top 500 des meilleurs films d'animation, ça bien sûr. Mais c'est surtout à cause du sujet du harcèlement qu'il est aussi haut placé. Oui, voilà, c'est ça. Il mérite le top 100. Vous abusez un petit peu, mais n'était pas le Life of Chuck de l'animation. Non, ça c'est Millennium Actress. Mais. Qui est très bien, mais bon, c'est voilà. Non, il y a d'autres Life of Chuck dans le milieu de l'animation. La vérité, c'est que Silent Voice, c'est vraiment cool. VF exceptionnel pour la Silent Voice, parce que bah, ils ont pris une vraie personne sourde. Ce qui quand même différencie beaucoup de la VO. C'est pas aussi nul que le manga, tout ce qu'il mérite. Non, mais les gens. Non, quand même, c'est cool, c'est chouette. Il y a des astuces de mise en scène qui sont vraiment cool. Ça mérite vraiment d'être ici, moi je trouve. C'est tant mieux que ça soit là, quoi. C'est tant mieux que ça soit là, c'est sympa, enfin. Voilà, quoi. Ensuite, du coup, on a 30 Going on 30. C'est quoi le titre français déjà? Je sais plus du tout. Details, non, ça le met ici. 30 ans sinon rien. J'ai pas vu, ça a l'air d'être une comédie sympathique sans plus. Bon, voilà quoi. Heureux comme Lazaro, c'était très chouette, Heureux comme Lazaro. C'est de Roar Farcher, c'est ça? Oui, voilà. C'est vraiment chouette, c'est vraiment sympathique et c'est voilà, bon film italien assez doux de souvenirs sur ce qui se passe. Par rapport à la situation dans laquelle vit le personnage, c'est assez doux, c'est un peu comme beaucoup de films de Roar Farcher. À chaque fois, c'est des films assez doux et assez comme un petit bonbon quelque part. Mais où il y a des situations où il se passe des trucs des dingueries quelque part. Mais je trouve ça vraiment chouette. Comme Lazaro, je l'ai vu il y a très longtemps. Mais je trouve ça vraiment cool. Donc pourquoi pas. L'affiche a l'air très belle. Oui, alors l'affiche, je crois que c'est pas l'affiche la plus connue en plus. Mais je crois qu'il y a d'autres affiches qui sont plus jolies. Si je ne me trompe pas. Je sais pas comment changer d'affiche sur Letterboxd. Je suis un peu comme un boomer. Bon, Les Misérables, faut aller se faire foutre peut-être. Hein, je sais pas. Genre, on s'est tous moqués de ce film-là quand il est sorti en salle, notamment en tant que Français évidemment. Bon, bah c'est pas non plus génial, hein, j'ai envie de dire. C'est vraiment pas top. C'est un film où moi j'ai vu plus de YouTube Poop que je n'ai vu le film. Faut payer pour changer les affiches, mais je crois qu'en plus. Ah oui, bah je suis patron, mais je suis pas connecté, je suis con. Mais du coup, oui, bon bah Les Misérables, super, vous découvrez qu'un roman était super bien écrit. C'est voilà quoi. C'est tant mieux. The Other Guys, je me souviens surtout du gag au début où il y a, si je me trompe pas, c'est The Rock et Samuel Jackson, qui est exceptionnel. Oui, c'est le même réel que Cats en plus, Les Misérables, et c'est. Bah, en fait, il y a des beaux décors, il y a des interprétations cool, mais c'est pas non plus le film du siècle, quoi. C'est ça le truc surtout. Hein. Enfin, voilà. Mais je me souviens surtout voilà, du gag du début de The Other Guys, et je me souviens pas du tout du reste du film, pour être honnête. J'ai l'impression que c'est une sorte de 21-22 Jump Street, que je sais pas si on verra d'ailleurs 21-22 Jump Street dans le reste de ce top. Je trouvais ça cool hein, de le voir hein, quelque part 21-22 Jump Street, au moins un des deux. Peut-être que le 21 ou que le 22, je sais pas. Je l'ai vu au ciné, ce film, il m'avait fait trop rire. Mais oui, il est très très drôle, enfin j'en garde pas trop de souvenirs, mais voilà quoi. C'est le genre de petit film sympathique. Que j'ai vu je crois un moment sur Canal quand il passait quand j'étais gosse et voilà quoi c'est tout. Creed excellent, il mériterait selon moi peut-être d'être même un petit peu plus haut, peut-être je sais pas top 400 quelque chose du genre, parce que clairement Creed c'est vraiment une très très belle réinvention de Rocky, une très très belle modernisation de Rocky, excellemment réalisé, vraiment cool. Et je trouve quand même qu'il y a ce truc où ça allie tradition et modernité. C'est-à-dire qu'il y a quand même ce style très Ryan Coogler où il adore faire des films qui
avec des plans qui propulsent dans le siège, avec des plans vraiment très radicaux. Et en même temps, il y a ce truc où bah, il arrive parfaitement bien à s'allier, à aller dans le style Rocky et à aller dans le côté très lancer la musique de Rocky dès qu'il y a un moment de suspense, etc. Je trouve que en termes de Legacy sequel, il se place là, quoi, même. Il se place là, il est vraiment excellent et je trouve qu'il est vraiment génial, donc vraiment cool. Emma, je ne l'ai pas vu, c'est un film récent, ça, non? 2020, ouais. Sunshine, bah du coup on parlait précédemment de 28 ans plus tard, 28 du duo du coup d'Hannibal Garland, bah, autre collaboration qu'ils ont eu, c'était Sunshine, dont je garde plutôt des plutôt bons souvenirs d'ailleurs. Donc du coup le pitch c'est quoi? C'est que le soleil est en train de mourir et ils vont lancer une bombe nucléaire dans le soleil pour le ranimer. C'est sympathique honnêtement, c'est sympathique, ça paye pas non plus 3 pattes à un canard, mais et je vois pas trop ce que ça fout dans un top 500, hein, je vais être honnête, mais c'est sympa, j'en garde des bons souvenirs personnellement, je sais pas si c'est top 500, mais c'est sympa quoi, c'est sympa. Je sais plus quelle note j'avais mis. Ah oui, j'avais mis 4 étoiles quand même. Mais c'est sympa quoi, c'est... Si on est honnête 5 minutes, c'est pas non plus dans un top 500, mais je pense que c'est le genre de film... C'est déjà un miracle quelque part qu'il soit là, parce que je pense pas que ce soit le genre de film que beaucoup de gens mettraient dans leur top 10 quelque part, parce que c'est un conglomérat de top 10 hein, ce top 500. Donc je sais pas trop si... C'est un peu étrange quelque part qu'il soit là, et je trouve ça vraiment cool en vrai quelque part qui puisse arriver là hein. C'est déjà un miracle hein, quelque part, alors que des films comme Heureux comme Lazaro, c'est des gens qui se disent ah quand même mon top il y a que des films ricains, j'ai envie de mettre des films italiens etc. Enfin voilà, il s'est planté à la sortie. Ah oui, et du coup il y a ce côté culte classique peut-être que les gens voient, ouais peut-être Under the Silver Lake, eh ben dis donc bon bah ouais pas mal, enfin c'est un peu ce truc où c'est ouais, faut un petit peu, doser quoi. C'est-à-dire que c'est le film un petit peu fake deep. Et pourtant je l'aime bien, hein. Je l'aime bien ce film-là, mais c'est un peu un film fake deep malheureusement, qui est pas génial, qui est où malheureusement en fait il y a ce truc où c'est un peu trop pastiche de Lynch, notamment dans sa critique d'Hollywood. Hein, il y a ce côté un peu Lost Highway, un peu de Mulholland Drive, mais Lynch que dans le fond et pas dans la forme quoi. Ce qui est vraiment dommage. Enfin, je trouve que c'est vraiment un film où c'est un peu artsy qui se regarde, mais que j'aime bien. Ouais, c'est ça, mais c'est. Je l'aime bien, personnellement, j'ai pas boudé mon plaisir non plus. Mais je trouve que c'est pas non plus génial. Donc bon, pourquoi pas. Hacksaw Ridge, donc du coup, Hacksaw Ridge, c'est Tu ne tueras point de Mel Gibson. 500 films 500 meilleurs films des années 2000, quand même, faut un petit peu abuser. En fait, encore une fois, c'est juste. Il y a eu tellement de films dans les années 2000, c'est un petit peu abusé quoi. C'est-à-dire que c'est bien, hein. Moi j'ai pas boudé mon plaisir, j'ai trouvé ça vraiment cool. Ah mais quand même quoi, c'est voilà. Je sais par contre que le film se fait paner dans la critique à cause des opinions de Mel Gibson évidemment. Euh, Encore une fois, moi je suis pas du tout en mode séparer l'œuvre de l'artiste, moi je trouve ça dégueulasse évidemment, et je trouve ça dégueulasse que Mel Gibson puisse continuer à faire des films encore aujourd'hui vu les opinions qu'il a sur mon peuple. Hein. Enfin voilà. Mais je trouve que quand même, bah, le film il est cool quoi. Et je comprends qu'il y ait des gens qui se disent non, mais les opinions de Mel Gibson, tout ça, mais je trouve que le film a un message assez sympathique, etc. Après, c'est un film qui a été survendu, enfin voilà, bien sûr. Persepolis, ça, bon bah c'est les petits Français qui ont voté pour le top du New York Times, qui ont pu mettre Persepolis parce que, bah je pense, c'est des gens français qui ont mis ça et qui se sont dit quand même ça manque d'animation et qui ont mis Persepolis. Encore une fois, je vais beaucoup juger pourquoi les gens ont mis ça dans leur top 10 alors que moi-même je saurais pas du tout produire un top 10 pour des années 2000, hein, bien sûr. C'est quoi ces opinions avec Mel Gibson? C'est dur à expliquer. Il y a vraiment beaucoup de choses qu'il a dit, notamment sur les juifs, sur la Shoah, bah, mais même, j'ai envie de dire, il est antisémite primaire. C'est vraiment ce truc-là où, genre, il est là en mode, ils ont tué Jésus. Genre, c'est vraiment ce type-là d'antisémitisme qui est vraiment... c'est même pas un truc en mode ce qui s'est passé dans les années 40, tout ça, c'est vraiment ça. Ultra homophobe, matrixé par l'évangélisme, il est pro-Trump. Enfin, vraiment, il y a ce truc-là où c'est... Il va vraiment très très loin. Enfin, je sais pas, c'est vraiment, voilà, c'est La Passion du Christ. Pour le coup, La Passion du Christ, je trouve que c'est vraiment un film qui est condamnable parce que ça exprime vraiment ses opinions. Là où Tu ne tueras point, je vois à peu près où ça veut aller et je vois le truc, quoi. Je suis sûr qu'il soutient Israël façon Tea Party, mais ça serait même pas le pire truc qu'il ferait. C'est quand même ce truc-là. Donc bon.
Mais du coup, Persepolis, il y a ce vrai aspect où je pense que c'est quand même ce truc où c'est des gens qui se sont dit ah quand même ça manque d'animation, donc je vais mettre Persepolis parce que c'est le film d'animation un petit peu artsy qui est très bien, qui est vraiment cool. Moi je sais que Marjane Satrapi après elle a fait The Voices que je trouve encore meilleur à bien des égards. Si vous voulez voir Ryan Reynolds bien jouer, il joue bien dans The Voices. Ne regardez surtout pas The Voices en VF parce que c'est Jonathan Cohen qui le double et qu'il est exécrable dedans. Mais il y a quand même ce truc où oui, Persepolis, c'est un film où c'est très sympathique, c'est très cool. Je sais que Marjane Satrapi, elle a sorti un film il y a 1 an, un truc du genre, qui est quand même, qui a l'air assez mauvais. Enfin voilà, c'est un film sur Paris, je sais plus exactement le titre, mais qui a l'air pas très bon et qui a l'air juste d'être un film très Woody Allen, je sais pas trop, et voilà. Et en plus, voilà, maintenant elle est macroniste, bizarre. Enfin voilà, c'était très nul. Bon bah voilà, je sais même pas c'était quoi le titre. Je crois que c'était un truc par rapport à Paris. Il y a Monica Bellucci dedans. Apparemment c'est très mauvais. Donc voilà quoi. C'est dommage. C'est dommage. Paradis Paris. Voilà, c'est ça. John Wick 4. Non, je suis désolé. J'aime beaucoup la saga John Wick. J'aime bien le 4ème opus. Je suis désolé, faut un petit peu doser quoi. Parce que John Wick 4, je trouve qu'il y a des scènes vraiment sympas. Je trouve que en fait le début est difficile, vraiment compliqué. Je trouve que ce qui se passe après est plus marrant, mais ah c'est dur à regarder quoi. Enfin voilà quoi, c'est dommage. Fallait mettre le 1, mais je pense que le 1 est plus haut. J'espère quand même que le 1 est plus haut. Mais je trouve que c'est un film où en fait il y a 3 scènes cool. C'est la scène à Montmartre, la scène au Japon, certains aspects de la scène au Japon. Et la scène la scène dans l'immeuble, ouais. La scène en mode Hotline Miami là, qui est géniale. Mais quand même, ouais, c'est chaud quoi. C'est le vue du dessus, voilà, c'est le vue du dessus en mode Hotline Miami, qui est incroyable. Avec le Dragon's Breath, je crois qu'il s'appelle comme ça, qui est absolument folle. Celle-là, elle est dingue. Mais sinon, ouais, c'est pas génial quoi. Talladega Night, je ne l'ai pas vu. C'est un film qu'on me vend un peu en mode tout comme Anchorman, en mode grand film avec Will Ferrell, tout ça. Apparemment, c'est très bien. Enfin voilà. Irréversible. En fait, Irréversible, je sais qu'il y a ce côté où, bon bah évidemment, il y a ce truc où c'est assez, c'est controversé aujourd'hui d'aimer Irréversible, de trouver Irréversible bien, bien sûr. Et à bien des égards, c'est normal, j'ai envie de dire, hein, bien sûr. Mais il y a quand même ce truc où je trouve que soit tu le mets ici, enfin soit tu le mets pas, soit tu le mets plus haut. C'est un peu ce truc là où soit tu le mets dans le top 300 pour le facteur choc du film, tout comme The Substance. Non, mais oui, je dis aujourd'hui parce que en fait, à l'époque de sa sortie, c'était controversé de l'aimer. Aujourd'hui, c'est controversé de l'aimer, mais il y avait un petit temps de peut-être 2010 à 2020 où c'était acceptable d'adorer Irréversible. Je sais pas trop, mais et je dis pas que c'est un truc en mode les mentalités ont changé, etc. Non, c'est juste qu'il y a des paroles qui se sont libérées sur bien des aspects. Il y a eu des manières de voir le film qui ont été plus fortes. Mais je trouve que ouais, c'est ce truc où soit tu le mets beaucoup plus haut, soit tu ne le mets pas tant qu'à pas le mettre quoi. Mais je comprends qu'il soit là parce que c'est un film choc pour beaucoup, c'est un film qui est très important dans le cœur de beaucoup de gens, donc je comprends évidemment qu'il soit là, bien sûr. Le film Bob l'éponge, je comprends tout à fait qu'il soit là. c'est vraiment, c'est un film qui est absolument incroyable. Le côté Glouton Barjo marche super bien. Enfin, c'est vraiment génial. Et je trouve que c'est vraiment un film qui est incroyable. Et je trouve que c'est un des rares films adaptés d'une série animée qui se maintient énormément. J'aime beaucoup l'enchaînement irréversible Bob l'éponge, mais bien sûr, enfin, il est absolument exceptionnel cet enchaînement-là. Mais je trouve que c'est vraiment un excellent film. Et la VF est superbe, enfin voilà, il aurait dû être encore plus haut. Non, je trouve que quand même, il est à sa place parce que, je sais pas, le film Les Simpsons par exemple m'avait plus touché. Après j'étais gosse, hein, donc voilà, je peux pas non plus changer. Mais voilà, mais c'est un des films de mon enfance aussi. Mais je sais que le film Les Simpsons m'avait plus touché dans son message et tout. Mais je trouve que quand même le film Bob l'éponge est plus inventif à plein des égards. Il y a David Hasselhoff et c'est génial, enfin voilà. Le cheval de Turin, c'est ça, c'est le cheval de Turin de Bellatar. Je ne l'ai pas vu malheureusement, j'ai pas vu de Bellatar dans ma vie. Donc voilà, il faudrait que je le mate un jour, enfin voilà. Il faudrait que je le mate un jour. Beaucoup trop bas ce Pacific Rim. Beaucoup trop bas. C'est vraiment, il mériterait d'être 100 fois plus haut. Vraiment d'être 100 fois plus haut.
C'est le genre de film où ça mérite pour moi amplement le top 100. Enfin vraiment, je vais être très honnête, hein, ça mérite vraiment amplement le top 100. C'est-à-dire que c'est à la fois film hommage au Gundam, au Goldorak, etc. À Evangelion, même si je crois qu'il a dit qu'il a vu la série Evangelion après. Mais et en même temps, c'est le pur mix entre l'américanisme et le japonais, quoi, quelque part. Enfin, c'est absolument incroyable. Et je trouve que c'est... Et Getter Robo aussi également. Je trouve que c'est vraiment exceptionnel. Je trouve que c'est vraiment un excellent film. Et je trouve que c'est un film à voir au moins une fois dans une vie. Je pense qu'il aurait peut-être même été dans mon top 10. Si je maxais un petit peu, il aurait peut-être été dans mon top 10. Parce que c'est vraiment clairement un film de tous les temps, quoi. J'ai envie de dire. Donc vraiment, c'est fou. Et pour moi, il est clairement beaucoup trop bas. Je pense qu'on va en faire une centaine aujourd'hui, et après à voir si on continuera plus tard. Mother d'Aronofsky. Moi je sais que je l'ai bien aimé. En fait, encore une fois, je trouve que c'est ce genre de film où ça a été bâché parce que les gens disent oui, alors le message, franchement, il est pas terrible, etc. Enfin, c'est pas que le message est pas terrible, c'est qu'il y a ce côté où le message est absolument, comment dire, est très explicite, vraiment. Enfin, le film s'appelle Mother, vous vous doutez bien de quoi ça va parler en fait. Bonjour tout le monde, j'ai vu Il était une fois à Gaza, c'est pas un film si fou, mais le sujet est hyper important, je sais pas si tu l'as vu, pas, bref. Moi j'ai adoré, et je trouve le film vraiment formellement absolument incroyable. Et je trouve le film vraiment, enfin, ce que ça fait, enfin, les petits moments de suspension du temps sont vraiment cool et sont vraiment bien trouvés. Donc voilà, moi je trouve que Mother, c'est un film qui a été vraiment bâché, alors qu'en vrai, il y a des bonnes idées de mise en scène, il se passe vraiment des belles choses à l'écran, je trouve. Et vraiment, c'est vraiment chouette. C'est genre pro-nataliste, Mother. Non, pas nécessairement. Justement, moi je trouve que tu peux même l'interpréter. Alors, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, peut-être que j'aurai des visions différentes aujourd'hui. Mon Letterboxd, c'est paf le meilleur, les gens. C'est comme cette chaîne finalement. C'est paf le meilleur. Et là, du coup, on regarde, pour info, pour ceux qui arrivent, on regarde le top 500 des meilleurs films du 21e siècle d'après les spectateurs et les lecteurs du New York Times. Voilà. Mais il y a quand même ce truc, ouais, Mother, je trouve qu'on pourrait quand même vraiment l'analyser d'un point de vue presque l'horreur d'être enceinte, quoi, quelque part, qui est vraiment peut-être pas un beau message, mais en tout cas un message important, quoi, quelque part. Mozart Aronofsky, il a mis ses derniers fragments de Soul dedans, maintenant il est uniquement capable de faire du The Whale. Mais non, The Whale, moi les gens, j'ai adoré. Ça m'étonnerait pas qu'on le trouverait là-dedans d'ailleurs, hein, The Whale, je pense que c'est un film qui a fait marquer, et en plus qu'il y a un effet de récence autour du film qui est particulièrement impactant. Mais The Whale, moi ça m'étonnerait pas qu'on le trouve là-dedans, quoi. Ida, je ne l'ai pas vu. Ida, c'est de qui déjà? C'est ah oui, c'est le réal de Cold War, c'est ça? Si je ne me trompe pas. Oui, bah j'ai pas vu. Et Cold War, je sais que je l'avais trouvé un petit peu surcoté, je pense qu'on le retrouvera plus tard. Cold War, je me suis dit oui, bah c'est joli, il en faut peu. C'est voilà. Mais c'est joli, il en faut peu, quoi. Enfin voilà. OG Made in America, mais ça c'est un film. Enfin c'est une série. C'est une série, oui, c'est une série. Je vois pas ce que ça fout là, hein. D'ailleurs, les séries là-dedans, mais bon, c'est une série. Je vois absolument pas ce que ça fout là. On est censé travailler autour de films, donc bon, quoi. C'est voilà. Infernal Affair. Alors, par contre, Infernal Affair, je sais que ce qui me chafouine, c'est que c'est bien en dessous du coup des infiltrés. Si des infiltrés sont là. Alors, je comprends évidemment, parce que bah, les infiltrés, je trouve que c'est un meilleur film. Il y a quand même ce truc où Infernal Affairs s'est empêtré en plus dans des affaires avec Hong Kong, avec ce qui se passait autour, tout ça, donc c'est un petit peu dommage. Mais je trouve quand même qu'Infernal Affairs c'est un super film et est-ce que ouais, je trouve quand même que ça mériterait d'être au-dessus. J'ai pas vu les deux autres parce que je sais que c'est une trilogie et qu'apparemment les deux autres sont très bien également, mais en tout cas c'est vraiment un super film et je conseille vraiment véritablement. Donc voilà, c'est vraiment un super film. Alors Beast of the Southern Wild, que je n'ai pas vu, qui s'appelle comment du coup? Les bêtes du sud sauvage. Je ne l'ai pas vu, ça a l'air d'être un petit film, enfin je sais pas du tout, là je juge à l'affiche, je juge à ce que je vois vite fait. Il y a quand même le troisième est vraiment mauvais, ok. Ok, je juge un petit peu à l'affiche Beast of the Southern Wild, ça a l'air d'être un petit film un petit peu feel good sur l'adolescence, etc. C'est un film d'ambiance, ok, bon bah voilà, c'est un peu ce que je pensais. C'est probablement très bien, c'est probablement sympathique. À voir. Star Wars vite. Alors.
C'est pas feel good à mon sens. Ok, ok, ok. Ah, c'est du genre de coming of age, tout ça. Ok, 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 je vois. Enfin, je sais pas, je juge comme ça, je l'ai pas vu, voilà. Star Wars 8. Ce qui me chafouine beaucoup dans Star Wars 8, c'est que je sais que c'est le Star Wars qui est le plus bas dans cette liste-là. Je pense que le 9 sera pas là. Je pense que le 7 sera peut-être au-dessus. Et que peut-être Rogue One est au-dessus. La vérité, il mérite d'être au-dessus des 3. Il mérite d'être au-dessus des 2. Il mérite... bah, je pense pas qu'il y ait Solo non plus. Quand même, faut pas abuser. Mais voilà, Star Wars 8 pour moi, c'est un film qui mériterait peut-être même dans le top 200 pour pas trop abuser. C'est quand même un film qui est exceptionnel. Pour moi, c'est un des derniers grands blockbusters que j'ai vu au cinéma, vraiment, qui m'a transporté, où je me suis dit, putain, il y a un truc qui se passe, peut-être parce que j'étais plus jeune, je sais pas, il y a un truc peut-être comme ça. Je trouve quand même que c'est un film absolument exceptionnel, et je trouve que c'est un film vraiment, vraiment incroyable. Ah, c'est vrai qu'il y aura du coup les préquels aussi. C'est vrai que j'avais oublié, mais les préquels sont aussi potentiellement là-dedans. Donc peut-être qu'il y aura aussi Star Wars 3 dedans, Star Wars 1, Star Wars épisode 1, Star Wars épisode 2, je pense pas qu'il y sera. Mais oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il faut aucun des 3 de Disney, faut arrêter. Non, non, non. Les gens, le 8 pour moi, c'est un attentat. Déjà pour ce qu'il a fait en termes comment dire, du mouvement que ça a créé. Alors en mal, quelque part, hein, en mal. Ah, Menace Fantôme, c'est 99. Oui, c'est vrai, pardon. Mais en mal, quelque part aussi, ce qu'il a fait en termes de la création d'une sorte de Gamergate du cinéma, etc., de plein de trucs. Je trouve quand même que ça a réveillé des consciences et des messages aussi, et que ça a créé du débat qui était très important aussi, Star Wars 8, par rapport à quand c'est sorti, que je trouve vraiment très important. Donc pour moi, c'est un film de la décennie. Donc vraiment, voilà, ça a rien compris à l'essence de Star Wars. Mais non, pour moi, ça a tout compris. C'est ce plan de fin, pour moi, ça aurait dû finir les préquels. Quel intérêt de faire des suites après? Enfin voilà, c'est les sequels. Pour moi, c'est tout à fait, enfin, c'est tout à fait génial. Et je sais que j'en ai discuté avec pas mal de gens où à chaque fois, ils essayaient de me dire non, mais si t'aimes Star Wars 8, t'aimes pas Star Wars. Mais moi, je me dis, mais non, moi, j'adore Star Wars. J'ai grandi avec les préquels, j'ai grandi avec Lego Star Wars. J'ai rattrapé plus tard quand même la trilogie originale, mais j'adore également. Je trouve que c'est le meilleur Star Wars Disney avec Rogue One. T'enlèves les 4 derniers mots à Matoa. Et pour moi, tu as mon avis. Pour moi, Star Wars 8, je vais avoir mon truc très hot take. Hein. C'est le meilleur Star Wars. C'est-à-dire que je ne pense pas... Enfin, je veux dire, je sais qu'il y a la nostalgie qui parle sur le 5, etc. Mais pour moi, c'est le meilleur Star Wars. C'est-à-dire vraiment, enfin, c'est le genre de film que j'ai envie de revoir constamment, où je me dis, putain, il y a un truc qui se passe au niveau de l'intrigue. Il y a une il y a des doutes qui se passent autour de plein de trucs par rapport à l'intrigue, par rapport à comment l'intrigue va s'entremêler, etc. Que je trouve vraiment très fort. Où je trouve qu'il y a vraiment un truc qui se passe et je trouve que c'est vraiment absolument génial, quoi. C'est vraiment, pour moi, c'est un grand film, quoi. Ah, faut y dire ça. Bah non, les gens, vous savez que j'ai raison. Et le temps dira que j'ai raison. C'est ça le truc. Donc bon. En tout cas, il est top 456. Comme le perso de Squid Game. Voilà. Mais je trouve qu'il mériterait d'être plus haut. Je trouve qu'il mériterait vraiment d'être plus haut. Inside Man. Putain, qu'est-ce qu'il fout là? En vrai, je veux connaître les gens qui ont mis dans leur top 10 parce que c'est basé, encore une fois, sur des top 10 de spectateurs, de lecteurs. Qui a mis dans son top 10 Inside Man? C'est au mieux, je pense, un film un peu comme Que Justice Soit Faite, qui est vraiment chouette, quoi. Mais voilà, mais c'est le genre de film, tu regardes, c'est le genre de film en DVD que tu regardes, qui est sympathique, et après, tu l'oublies rapidement, quoi. Voilà, c'est pas... c'est vraiment pas terrible, quoi, comme film, hein, on va être honnête, hein, c'est pas génial. Spike Lee, il a fait vraiment mieux avant. En fait, je trouve ça sympathique, mais qui le mettra dans un top 10, quoi? Qui le mettra dans un top 10 de ses films préférés de tous les temps? Enfin voilà, quoi, c'est un peu ça le message, et je trouve ça vraiment pas fou, quoi. Donc bon, il y a plein de gens qui n'ont pas vu beaucoup de films. Les films en DVD sympathiques, c'est 99% de ce qu'ils ont vu. Ouais, peut-être, je sais pas. Donc bon. Sachant que beaucoup se répètent du top 450 à 500, ça doit être 5 personnes qui l'ont mis. Ouais, peut-être, je sais pas. Incassable, du coup, de Shyamalan. Hot take, il faudrait qu'il soit un peu plus haut. Je débarque, du coup, pour ceux qui débarquent, c'est le top 500 des lecteurs du New York Times.
savez, il y a eu le top 100 des meilleurs films du 21e siècle. Ben là, c'est le top 500 du 21e siècle également. Donc voilà. Hot take, Incassable, il devrait être plus haut. Quand même, il devrait être plus haut parce que c'est un film où, encore une fois, il y a plein de, il y a une vidéo essai que j'ai regardée il y a pas longtemps qui était absolument, qui était vraiment cool sur le fait que la durée moyenne des plans pour un film de super-héros est radicalement haute. C'est-à-dire vraiment, il y a un truc où il y a des plans qui durent parfois 14 secondes et c'est un truc, enfin, on vous tuerait aujourd'hui pour faire ça dans un film. Enfin, vraiment, pour moi, ça devrait être dans le top 200. C'est vraiment dans le top 200, 300, un truc du genre. Peut-être pas top 100. Top 100, ça serait peut-être un peu abusé, mais top 200, 300. La vérité, s'il est aussi bas, c'est parce qu'il y a un anti-Shyamalan primaire chez beaucoup de gens qui est beaucoup trop fort et où je trouve ça vraiment pas terrible. Où je trouve que vraiment, clairement, il mérite beaucoup de louanges en vrai, Shyamalan. Parce qu'il a une moitié de carrière au moins qu'il a sauvé et même que personnellement Trap j'ai absolument adoré. Et je trouve que c'est vraiment un film qui est super chouette, Incassable. Donc vraiment, je trouve que c'est un film qui mériterait vraiment d'être au-dessus. Munich. Munich, en fait, malheureusement, il n'est pas assez haut comparé à ce qu'a pu faire Spielberg. Il y a quand même ce truc où il mériterait vraiment d'être au-dessus. Le problème qu'il y a, c'est que qu'il y a ce truc où il a un peu trop critiqué malheureusement Israël pour être au-dessus. Parce que a raison, parce que Munich ça raconte les dingueries qu'ont fait Israël, l'opération Tonnerre, je sais plus, enfin un truc du genre. Pour le coup, c'est un de ses films les plus matures et c'est un de ses films les plus durs aussi. Enfin, et en même temps, dans un côté Spielbergien, enfin, il arrive toujours à mettre ce côté Spielbergien et cette maîtrise vraiment de l'action qui est absolument dantesque à chaque fois dans les films de Spielberg. Mais je trouve quand même que Munich, il mériterait vraiment d'être au-dessus parce que ça allie super bien plein d'aspects. Enfin, c'est vraiment très très fort Munich. Et je trouve que ça mériterait vraiment d'être beaucoup beaucoup plus haut. Donc voilà. C'est pas suffisant comme argument. Autour de Incassable, moi je trouve qu'Incassable, en plus d'être un film très bien écrit, un film qui coule super bien dans son intrigue, qui est super bien rythmé, c'est un film aussi qui prend son temps par moment. Enfin, c'est vraiment super bien rythmé comme film, donc je trouve que. Et en plus d'être un super film de super-héros qui est plus lent quelque part, enfin voilà. Popstar Never Stop Never Stopping, il mériterait d'être dans le top 100. Non, en vrai. Popstar Never Stop Never Stopping, c'est du coup le film des Lonely Island, que vous connaissez peut-être pour leur parodie, leur musique sur YouTube. Vous connaissez forcément également Adam Sandberg aussi. Abiero, oui, il a dit des trucs. Mais bon, c'est pas génial. Donc je préfère pas trop le mentionner. mais Popstar Never Stop Never Stopping, clairement, ça mériterait d'être vraiment au-dessus, ça mériterait d'être vraiment plus au-dessus parce que il y a quand même ce côté où c'est un film vraiment très drôle, une très belle analyse de l'industrie musicale, bien sûr, mais surtout, enfin vraiment, enfin, les moyens que ça donne pour faire ces blagues à chaque fois, la rythmique que ça fait, là où ça va suffisamment loin à chaque fois, et en même temps sans trop en faire. Enfin, c'est vraiment super bien géré à plein de niveaux, et je trouve que c'est vraiment un excellent film que je vous conseille. 4 mois, 3 semaines et 2 jours, je ne l'ai pas vu. Fast 5. Oh, c'est abusé quand même. je veux dire quand même, il est sympathique, mais après, c'est un des meilleurs de Fast and Furious. Mais bon, s'il y en a un à mettre, pour moi, c'est le 7. Ah bah en plus, il y a le premier juste après. S'il y a un Fast and Furious pour moi à mettre, c'est le 7. Et c'est tout, quoi, parce que clairement, ça mériterait pas d'en mettre d'autres. Enfin, le 5, je trouve qu'il est cool. Mais voilà, quoi, c'est pas non plus transcendant, c'est pas non plus génial. Je trouve qu'on s'emmerde un petit peu devant Phase 5, donc bon. Still Walking, c'est de qui? Ah, c'est de Koreeda, ok. Et c'est quoi le titre tac tac tac. C'est Still Walking en français également? C'est ça? Je sais plus exactement. De Koreeda. Bon bah heureusement qu'il y a du Koreeda là-dedans parce qu'il était même pas dans le top 100 des meilleurs des critiques là. Je sais pas s'il sera dans le top 100 des lecteurs du coup cette fois-ci. La cabane dans les bois. La cabane dans les bois, j'ai l'impression que c'est ce film qui a été un petit épiphénomène pendant un petit temps. Et c'est tout. Genre, voilà. C'est quand même dommage. Je sais pas ce qu'il fout là, du coup. Enfin,
Je sais pas du tout ce que ça fout dans un top 500 des meilleurs films des années 2000. Qu'est-ce qu'il fout là, quoi? C'est... Je sais pas, quoi. Je sais pas. Je crois que c'est Joss Whedon qui écrit, c'est ça? Je sais plus. Mais ça a pas l'air... Ça a l'air vraiment nul, quoi. Ça a l'air vraiment gaze, je sais pas, quoi. C'est... J'ai vu, c'est pas ouf du tout. Bah oui, ça a l'air assez oubliable. Avatar 2, bah, j'imagine que Avatar 1 sera plus haut. Avis, du coup, sur la saga Avatar, moi je trouve que les gens qui détestent sont des merdes. Euh, c'est quand même ce truc où c'est un grand film pour moi. Pour moi, c'est des grands films sur le cinéma, c'est des grands films qui sont à la fois tout public et c'est un peu ce genre de truc là où c'est les derniers films à la fois tout public et en même temps être des films d'auteur. Et je trouve que allier les deux, c'est très complexe. Et je trouve qu'il y a vraiment un truc où c'est des grands films, que ce soit le 1 ou le 2. Je sais que le 2 est pas mal, est plutôt mal vu parce que, ah oui, c'est une redite du 1, etc. Moi, la vérité, j'adore. J'aime beaucoup trop ce deuxième opus aussi. Enfin, j'ai vraiment été époustouflé dans mon siège. Je trouve que c'est pas non plus le film du siècle, bien évidemment, mais je trouve que c'est vraiment un super film. Et je trouve que c'est un film. Enfin, c'est des films où, encore une fois, à chaque fois, les gens se disent non, mais le prochain il va bider. Là, il y a déjà des gens qui disent le Avatar 3 il va bider. Et bon courage hein, pour tenir cette tech là. C'est vraiment. Bon courage à vous, hein, bien sûr. Hein. Bien sûr qu'il va bider. Hein. Only Lovers Left Alive, j'ai un rapport très personnel avec ce film là parce que je l'ai vu. En fait, c'était un film que j'ai vu pour la première fois en tant qu'analyse de séquence dans le cadre du concours pour rejoindre l'école dans laquelle je suis allé pour faire mon BTS. Et donc du coup j'ai ce rapport là avec ce film là, je l'ai vu plus tard évidemment en complet bien sûr. Et bah du coup je l'ai vu plus tard et j'ai absolument adoré. Alors je trouve quand même qu'il y a un côté peut-être un petit peu pompeux dans ce côté réinventer le film de vampire etc. et réinventer ça. En fait je trouve que sur la fin ça retombe dans des poncifs un petit peu chiants, mais je trouve que ça a du message et encore une fois comme toujours chez Jarmusch il y a toujours ce rapport à la lenteur que je trouve vraiment fort et que je trouve vraiment très bien géré chez lui, où je trouve qu'il y a quand même ce truc où la lenteur fait vraiment rajoute vraiment quelque chose dans le film. Extraordinaire le film, je le mets dans le top 10. Bah oui, c'est pour ça que je trouve que c'est un peu dommage qu'il soit si bas. Je sais pas si on verra d'autres films de Jarmusch plus tard. Moi, je sais qu'un de mes préférés, c'est Patterson. Patterson, je le trouve absolument magique dans cette poésie qu'il arrive à chaque fois à imbriquer, Jarmusch, dans cette lenteur. Et je trouve que Patterson, là-dessus, il est vraiment très très fort avec un Adam Driver qui est absolument magnifique dans Patterson. Je trouve que c'est vraiment un excellent... Je pense que c'est mon Jarmusch préféré. Et je trouve que c'est vraiment un excellent film. Il y a peut-être Dead Don't Die. Dead Don't Die, pour le coup, qui ne mérite absolument pas d'être là. Enfin, vraiment. Ghost Dog, par contre, il mériterait aussi. Ghost Dog, c'est un de mes préférés aussi de Jarmusch, je pense. Mais ça se tape en tout cas avec Patterson. Mais je trouve quand même que, ouais, Dead Don't Die, il faut absolument qu'il soit pas là. Enfin, je ne comprendrais pas qu'il soit là. Je trouve que c'est vraiment un film de merde, hein. On va être honnête. Donc voilà. American Fiction, qu'est-ce qu'il fout là? Qu'est-ce qu'il fout là, American Fiction? Parce que bah, c'est pas bien. C'est pas génial. C'est-à-dire que. En fait, c'est ça le truc. C'est-à-dire que dire que c'est pas bien, c'est pas ouf non plus. Ah, Ghost Dog, c'est 99, dommage. Mais dire que c'est pas bien, c'est pas non plus. C'est un peu un affront aussi. Donc c'est pas non plus, horrible comme film à regarder, bien sûr. Mais je trouve que c'est le film à Oscar qui sera oublié dans 5 ans et qui a un peu trop un effet de récence autour de ce film-là, qui est relou et qui, moi perso, m'a saoulé un petit peu avec ce film. J'ai envie de dire que Ghost Dog est meilleur que le Samouraï. Calme. Enfin voilà, c'est sympa, hein. Ghost Dog c'est très très cool, mais meilleur que le Samouraï, il faut un petit peu doser aussi. En tout cas, moi je trouve quand même qu'il y a ce truc où c'est dommage, qu'il soit là. Il y a un effet de récence et où dans 2 ans il sera oublié, hein, ce film-là. Là, il était là parce qu'il était dans la course pour les Oscars en 2024 ou cette année, je sais plus exactement. Mais en tout cas, il y a vraiment juste un effet de récence autour de ce film-là et un plot twist à la fin qui est absolument ridicule, vraiment ridicule. C'était à 2 ans du coup. Mais c'était ridicule vraiment comme film et je trouve que c'est pas terrible quoi. Donc bon, c'est dommage qu'il soit là, hein, j'ai envie de dire. Force majeure, je ne l'ai pas vu, c'est de Trier, c'est ça? Il me semble. Moi je ne l'ai pas vu, je peux pas trop me prononcer du coup dessus, mais apparemment c'est très bien.
C'est un truc que je déteste, c'est un de mes films préférés. Ah ouais, putain, il va. Comme tous les Ruben Östlund, c'est vraiment. Ah non, c'est Ruben Östlund, pardon. Oui, Force Majeure, pardon, c'est Östlund. Bah, je ne l'ai pas vu, je peux pas me prononcer. Eighth Grade de Bob Burnham, c'est ça, c'est de Bob Burnham, si je ne me trompe pas. Je ne l'ai pas vu non plus, donc je ne peux pas me prononcer. Je sais que c'est un film qui fait parler beaucoup de lui dans la sphère indé, ricaine, à la con, et que ça me saoule un petit peu. mais voilà, c'est probablement très bien, enfin voilà. Probablement que c'est bien, enfin voilà. Eighth Grade, c'est mon top 2. Et ben, moi j'aime pas Bob Burnham, je vous avoue, j'aime pas Bob Burnham, donc j'ai vraiment ce côté où je trouve ça trop. Je sais pas, il m'énerve Bob Burnham, enfin il y a un truc comme ça qui m'énerve chez Bob Burnham. Dans son côté profème à gogo et en même temps flex bizarre et en même temps assez misogyne aussi chez lui, qui m'énerve pas mal. Donc ça là-dessus, son spectacle, ça m'avait saoulé là, Inside. Je sais même pas, je crois qu'on le retrouve, j'imagine qu'on le retrouvera plus haut, Inside, mais ça m'avait saoulé, enfin voilà. The Fast and the Furious, du coup le premier Fast and Furious, bah il est sympathique, j'avoue qu'en vrai tu comprends quand tu regardes le 1 pourquoi c'est devenu une telle franchise. Il y avait un côté en plus beaucoup plus travaillé, je trouve, au niveau de l'image dans celui-là, et c'est pas non plus un film dégueulasse. Pour le coup le deuxième est vraiment nul, le deuxième est vraiment dégueulasse, le deuxième est vraiment gaze, c'est vraiment nul à chier. Mais le premier est très sympathique, bon, top 500 des meilleurs films de tous les temps, faut un petit peu abuser, faut un petit peu arrêter. Mais voilà, en tout cas, il est là. The Father, c'est un film, du coup, premier film, ouais, premier film français, je crois, dans cette liste hein, pour l'instant. Hein. Parce que c'est techniquement réalisé par un Français, c'est l'adaptation de sa propre pièce de théâtre. C'est réalisé par je ne sais plus qui, mais je crois que c'est un Français. Moi, c'est top 5, c'est un petit peu abusé. Moi, je trouve que quand même, il a sa place, pourquoi pas. Florian Zeller, voilà, qui avait réalisé ensuite The Son, c'est ça la suite. Donc voilà. Et là, il est en train d'en réaliser un autre. Ok, pourquoi pas. Mais en tout cas, pour moi, c'est pas mal. Oui, il y a eu Persepolis, pardon. Il y a eu Persepolis, du coup. Mais en tout cas, oui, c'est vrai que pourquoi pas. Et oui, il y a eu Irréversible. En fait, je suis débile, je suis un abruti total. Il y a eu d'autres films avant. Mais apparemment, The Sun, c'est pas très bien. J'en ai pas entendu plus que ça parler. Donc j'imagine que c'est parce que c'est pas très bien. En tout cas, The Phaser, pour moi, ça mériterait d'être dans un top 500 parce que c'est sympathique. Il y a ce côté peut-être un peu trop mise en scène de théâtre qui peut déranger un petit peu. Mais je trouve que comment ça utilise le médium du cinéma pour raconter ce que ça raconte, c'est plutôt pas mal. Et en tout cas, c'est à voir. Je trouve que c'est vraiment un film très sympathique. Et voilà quoi. Pourquoi pas. Tic Tic Boom, du coup, alors principalement, alors je sais plus c'est qui le réal, je crois pas que ce soit lui, si c'est lui, Lin-Manuel Miranda, qui du coup fait un peu une sorte d'autobiographie avec ce film-là. Pourquoi pas, j'ai envie de dire, pourquoi pas. Il y a ce truc où c'est sympathique, c'est cool, c'est touchant aussi, c'est touchant comme film. Enfin, je trouve ça cool et pourquoi pas, j'ai envie de dire, et c'est oui. Oui, j'ai pas grand chose d'autre à dire parce qu'en fait c'est un film qui est juste assez sincère en fait dans sa démarche et où je trouve que cette sincérité là elle est très forte aussi. Enfin il y a vraiment ce truc où c'est un film qui est dur à critiquer parce que bah, c'est un film autobiographique donc il y a quand même ce truc où c'est sincère quoi en fait, c'est ça le truc, c'est que c'est dur à attaquer. Enfin voilà quoi, c'est dur à attaquer et donc pourquoi pas. Blue is the warmest color, donc du coup la vie d'Adèle qui mériterait d'être plus haut, je suis désolé. Je vais dire, quand même, il y a ce truc où déjà, c'est un film qui a été une révélation pour beaucoup, au niveau de soit de la C12, soit d'Adèle Exarchopoulos. Il y a quand même ce truc où c'est absolument, enfin, c'est absolument magnifique, quoi. Et c'est un film où, évidemment, alors c'est à critiquer à bien des égards, pour ce que ça fait, pour le côté male gaze, pour plein de trucs, mais il y a quand même ce truc où il y avait que Keshis pour faire ce film-là. Et c'est plus savoir comme un film. En fait, si on le regarde comme un film social et pas comme un film. Lesbien, il est absolument prodigieux. Et ce que ça essaye de faire là-dessus, non, c'est plus la merde. Mais de toute façon, je t'ai pas demandé ton avis déjà sur ce film-là. Mais je trouve quand même que c'est vraiment génial et c'est vraiment un super film. Il a perdu tout crédit ce film, c'est dommage. Bah non, il est quand même assez haut aujourd'hui. Enfin, il est quand même dans ce top-là. Il mériterait pour moi d'être plus haut, évidemment, parce que moi j'adore Keshish. J'aime beaucoup son regard, j'aime beaucoup Make to My Love également et le regard qu'il peut apporter. Mais il y a quand même ce truc où effectivement c'est un peu comme Irréversible, c'est ce genre de film où c'est dur à défendre quoi. Aujourd'hui sur internet, partout ailleurs. Et quelque part, tant mieux que ce soit dur à défendre parce que c'est un film aussi de son temps, c'est un film aussi où
on ne pourrait plus le refaire. Enfin voilà, mais c'est tant mieux qu'il soit déjà là, quoi. Tokyo Godfather, du coup, bah, pour moi, j'adore la film de Kashish, mais le mec est totalement détestable. Bah oui, et c'est un peu cet effet-là où c'est pareil, ça s'entremêle avec Mel Gibson pour dire un réal que je déteste absolument, hein, bien sûr. Mais il y a quand même ce truc où, pour moi, il y a plus un truc de il est détestable aujourd'hui parce que la personnalité est détestable, un truc du genre. Tokyo Godfather, pour moi, c'est le meilleur de Satoshi Kon. C'est un scandale qui soit aussi bas. Je sais pas si on verra les 3 autres au-dessus. Si on voit Million Actress au-dessus, c'est un scandale parce que pour moi, Million Actress, ils sont plus faibles d'assez loin. Mais je trouve que voilà, voir Perfect Blue et Paprika au-dessus, bah non, pas Perfect Blue parce qu'il est sorti avant. Mais voir Paprika au-dessus, ça me. Et non, Million Actress, c'est 99. Pardon. Donc du coup, ça veut dire qu'on verra Paprika plus haut. Forcément. Forcément, on verra Paprika plus haut. Je vous le donne dans le mille, on verra Paprika plus haut. Mais du coup, moi, je trouve que c'est son meilleur. Je trouve que c'est un film où, pareil, en fait, il y a un truc où, vous savez, quand on dit, pour le coup, pour me contredire, par rapport à Keshish, on peut dire à Keshish, oui, mais c'est un film de son temps. À l'époque, on n'était pas non plus, très informé sur les questions, tout ça. Donc, Tokyo Godfather, il y a un personnage trans. C'est que des clodos. C'est que des SDF dans le film tout du long, dans la rue, etc. Et il y a un personnage trans. Et comment le personnage est traité, c'est absolument incroyable. C'est-à-dire vraiment, ça n'a pas vieilli. C'est vraiment, je trouve que c'est pas problématique, c'est pas outrageux, c'est vraiment génial. Comment le personnage est traité, c'est absolument incroyable. Et je trouve que c'est vraiment un film qui n'a pas pris une ride. C'est vraiment absolument génial. Et je trouve que c'est un film, il mériterait clairement d'être dans le top 50 pour moi. Parce que c'est un film extrêmement sincère, c'est mon préféré de Satoshi Kon personnellement. Et je trouve que c'est absolument dingue, quoi. Boys of Fred, bon, je sais qu'on verra d'autres Ari Aster au-dessus. On verra forcément Hérédité et Midsommar, bien sûr. Chaque film de Kon est si incroyable que chacun a son film préféré de lui différent, mais bien sûr. Ah, Million Actress, c'est 2001. Ah, c'est possible qu'on le voit du coup. Ça me ferait chier. Mais voilà. Mais en tout cas, je sais qu'on verra les autres d'Ari Aster. Je trouve que Boys of Fred, ils sont plus puissants, personnellement. Enfin, je trouve que Boys of Fred, c'est son film où c'est en fait. Ce que je trouve beau dans Boys of Fred, lol, c'est que c'est son film le plus mature quelque part. Et c'est. Alors, j'aurais adoré que ça soit tout du long comme la première heure. Mais je trouve que. Personnellement, j'aime pas trop Midsommar et j'aime pas trop Hérédité. Enfin, je trouve que c'est des films assez surcotés. Et où ils sont sympas. Enfin, j'aime bien Midsommar, hein, bien sûr, mais je trouve que Boys of Fred est... Ah non, TikTok qui me dit oui, inactivité détectée. Ne vous inquiétez pas, TikTok, je suis encore en live. Mais il y a un peu ce truc où... Ouais, il y a un côté thérapeutique et il y a un côté autobiographique bizarre dans Boys of Fred que j'ai vraiment adoré. Et mais il y a ce truc où j'ai vraiment kiffé et j'aurais adoré que ça soit tout du long comme le début, mais je trouve que ce que ça apporte sur la suite, dans son côté inattendu, est d'autant plus pertinent. Donc je trouve vraiment que c'est un super film, Boys of Fred. C'est mon préféré d'Ari Aster pour l'instant de ce que j'ai vu de lui. J'ai vu que Hérédité et Midsommar précédemment. Je sais pas s'il en a fait d'autres d'ailleurs. Bah, il y a Eddington qui sort bientôt et que j'irai voir avec intérêt. Mais il y a quand même ce truc où c'est... Ouais, c'est... Je trouve que c'est vraiment mon préféré qui mériterait presque d'être plus haut. Mais en fait, je trouve que Boys of Fred, je serais d'avis de dire qu'il est à sa place s'il n'y a pas les autres d'Ari Aster, quoi, quelque part, au-dessus. 2046, malheureusement, je ne l'ai pas vu. Je sais que c'est un film, c'est un manquement, hein, quelque part, de Wong Kar-wai, qu'il faudrait absolument que je le voie. En plus, je kiffe Wong Kar-wai, je kiffe Les Anges Déchus, je kiffe plein de ses films. Mais je sais qu'il faut absolument que je le voie, mais voilà. Million Mambo, malheureusement, je sais que c'est un film, je crois que je l'ai vu trop tôt. Malheureusement, ce film-là, je l'ai vu beaucoup trop tôt et je me suis un peu trop fait chier. Et je pense qu'il faudrait que je le revoie. En vrai, quand même, il faudrait que je le revoie. Donc voilà, faudrait que je le revoie. Faudrait que je le revoie, je l'ai vu beaucoup trop tôt et je sais que je me suis un peu fait chier. Je me souviens quand même d'une magnifique photo, hein, bien sûr. Mais quand même, c'est ce genre de film où je l'ai vu beaucoup trop tôt et il faudrait que je le revoie. C'est ça le problème un petit peu, j'ai envie de dire. Et oui, c'est moi, Monsieur Paf, le vrai Monsieur Paf. Petite maman que je n'ai pas vu du coup c'est de Skama, c'est ça? Que je n'ai pas vu, apparemment c'est super. Attends. Non, c'est Petite fille que j'ai vu? Oui, c'est Petite fille que j'ai vu. Oui, je pense que je confonds forcément un petit peu les deux. mais voilà, mais en tout cas Petite maman que je n'ai pas vu malheureusement. Donc voilà, The Town. Alors The Town, c'est le film de Ben Affleck, c'est ça? Il me semble que c'est ça. Ça a l'air beaucoup trop haut pour un film qui a l'air assez direct to DVD bizarre.
Bon voilà quoi. Mon préféré d'elle, nul son pire. Bah accordez vos violons quand même hein. Bah voilà. Mais The Town ça a l'air d'être une sorte de direct to DVD bizarre. Qui a l'air... Oula je vois le reste. Mais qui a l'air très très étrange. J'avoue que ça me... Enfin j'avoue, juste l'affiche me le vend pas du tout. Enfin ça a l'air vraiment nul. Pour être très honnête. Donc je vois pas ce que ça fout là. The Princess Diaries, je pense que c'est juste purement de la nostalgie de la part des millennials à la con qui ont vu ce film là il y a très longtemps. Et ça a pas l'air bien, je vais être honnête, je l'ai pas vu mais ça a pas l'air bien. Ça a l'air d'être tout à fait osef. Donc voilà, The Town est stylé, filmé façon hit, j'adore. Ah ouais. Ah, en fait c'est ça le truc, c'est que moi je suis en mode ça a l'air honnête. Top 500 des meilleurs films du 21e siècle. Bah quand même des films qui étaient précédemment là, où c'était vraiment chouette quoi. Enfin, c'est quand même dommage hein, que ce soit pas aussi haut quoi. Enfin que ce soit aussi haut par rapport à d'autres. Enfin voilà. C'est un hommage à Hit, ouais, mais bon, encore une fois, ça a pas l'air d'être un très grand hommage à Hit non plus, quoi. Encore une fois, je l'ai pas vu, donc je peux pas non plus trop juger. Blue Valentine. Alors, waouh, Blue Valentine, je me souviens que je l'ai vu assez jeune, que j'avais vraiment adoré, mais je pense que... Ah non, je l'avais trouvé ça mid. Ah ouais. Bon, en tout cas, c'est pas... Ouais. Qu'est-ce que ça fout là, quoi, j'ai envie de dire, parce que je me souviens d'un film où en fait je me suis dit bon, j'ai déjà vu plein d'intrigues comme ça du genre qui sont vraiment super cool, mais vous savez c'est un peu ce film un peu comme comment il s'appelle, Alabama Monroe, où genre oui l'histoire d'amour qui n'est pas si tendre, etc. Ou comme The Place Beyond the Pine également, parce qu'il y a Ryan Gosling en plus dedans. L'amour, parfois il est pas tendre et le cœur de rocker va continuer à battre, etc. Bon, en fait, rapidement, c'est un genre qui est assez poussif, je trouve. Enfin, c'est vraiment pas terrible. Sachant que moi, mon préféré de ce genre-là, ça serait plutôt Coup de cœur de Coppola. Coup de cœur de Coppola, je trouve absolument que c'est incroyable. Donc voilà, c'est trop nul. Ouais, je sais pas, enfin c'est... En tout cas, top 500 des meilleurs films de tous les... du 21e siècle, oh, c'est abusé quand même. Hein. Marcel le coquillage avec ses chaussures, bah oui, évidemment quand même. Il y a quand même ce truc où c'est absolument exceptionnel. Je le verrai bien évidemment dans un top 500. Je trouve qu'il est à sa place quand même parce que c'est un film, moi, il m'a fait quasiment pleurer. Enfin, il est magnifique, il est d'une tendresse assez folle. Il y a des moments où c'est juste, enfin, c'est des moments de chialade quoi. Enfin, vraiment, c'est magnifique comme film. Hein. C'est génial. Et moi, je trouve que c'est vraiment excellent. Et je trouve que c'est vraiment un film à voir. Enfin, c'est un film qui est magnifique. Quel dommage que Dean Fletcher Combs soit tombé dans la machine Disney et qu'au final il fasse le très midesque Lilo et Stitch à la con, la remake live action. C'est dégueulasse quoi. Enfin, encore une fois, la machine Hollywood qui bouffe ce genre de créateur, c'est terrible quoi. C'est vraiment terrible. Ensuite, du coup, on a Palm Springs. Je vais avoir l'avis contradictoire. Moi, c'est un film qu'on m'avait recommandé, hein, qu'on m'avait dit, ouais, il est vraiment super et tout. C'est un film qu'on m'avait dit, ouais, mate-le, tout ça, il est vraiment cool. Je l'ai maté. J'ai trouvé ça nul. C'est vraiment... Pourtant, je suis un fan. Je suis un fan absolu des films de voyage dans le temps. Escape from the 21st Century, pour l'instant, c'est mon film préféré de l'année. Je trouve vraiment que je suis un fan absolu des films de voyage dans le temps. Et des films comme ça de boucles temporelles également. Ça, j'adore. Les boucles temporelles, je trouve ça génial. Donc on me vend ça, on me dit Palm Springs, c'est incroyable. C'est oufissime. Rien. Il y a rien. Il y a rien. Enfin, c'est vraiment... Il y a absolument rien, quoi. Et c'est vraiment nul, quoi. Enfin, j'aime pas du tout ce qui se passe. J'aime pas du tout comment l'intrigue s'entremêle. Enfin, c'est... J'ai pas compris pourquoi c'est surhypé comme ça. C'est pas nul à chier en fait. C'est pas mauvais de fou. Mais juste c'est pas très bien quoi. C'est ça le truc en fait. Et c'est ça qui me perturbe quoi. Entre vous le top 100 c'est le top 100 des meilleurs films. Je vais le remettre dans le chat. D'ailleurs je vais remettre la liste Letterboxd dans le chat. Comme ça les gens pourront le retrouver. Je vais l'épingler jusqu'à la fin du live. Qui devrait finir bientôt parce que je pense que je fais que les 100 premiers hein, d'ailleurs. Mais je trouve quand même que ouais, je comprends pas la hype qu'il y a autour de ce film là. Clairement, je comprends pas du tout la hype qu'il y a autour de ce film. Je comprends pas pourquoi il est dans les listes de certains en mode meilleur film que j'ai vu, etc. Je trouve que c'est vraiment abusé. Je trouve que c'est vraiment très très fort de café, quoi. Clairement très très fort de café. Éléphant de Gus Van Sant, il mériterait vraiment d'être au-dessus.
Il mériterait vraiment, 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 vraiment énormément d'être au-dessus parce que c'est un des films pour moi les plus importants de son siècle, hein. Clairement. Enfin, c'est un des films les plus osés. Avec aussi Polytechnique, mais je crois que Polytechnique. Non, si, attends, Polytechnique, il est de 99 ou pas? Je sais plus exactement. Non, il est de 2011, un truc du genre, je crois, hein. Polytechnique Polytechnique film. 2009, pardon, 2009. Donc ouais, pourquoi pas, enfin. Mais je trouve que Elephant, du coup, a plus de couilles, hein, vraiment. Parce que Elephant, je crois, il sort en 2006. C'est 2003. 2003, les gens. Elephant, 2003. C'est absolument dingue. De faire ce film-là. Je sais qu'il y a plein de gens, à l'époque de sa sortie, moi, on m'avait raconté ça en mode, à l'époque de sa sortie, les gamers avaient gueulé. Et moi, je trouve que en vrai, c'est absolument, incroyable en fait de faire ce film-là. Et je trouve que c'est un film, enfin, c'est un film, il est bouleversant, quoi, parce que c'est un film sur l'Amérique quelque part et sur ce qui est devenu l'Amérique et sur comment l'Amérique a pu chuter, qui est totalement dingue, qui est totalement fou, vraiment. Et je trouve que là-dessus, il est absolument incroyable. Enfin, clairement, je trouve que c'est un grand film sur les États-Unis et je trouve qu'il mériterait vraiment d'être dans le top 100. Si on est honnête, il mériterait vraiment d'être dans le top 100 des films parce que, en plus, cette lenteur et comment cette lenteur travaille cette notion de rythme également, etc. Enfin, c'est vraiment. Et puis le message, évidemment, qui est totalement dingue, quoi. Vraiment, enfin, c'est fou, quoi. La Ciénaga, que je n'ai pas vu, tout simplement, donc je ne peux pas me prononcer. C'est de Lucrezia Martel, c'est son plus connu apparemment, que je n'ai pas vu malheureusement, donc je ne peux pas me prononcer. Apparemment c'est très bien, donc voilà, moi on m'en vend que du bien. Faut que je le revoie, c'est pas celui de Vincent qui m'a le plus marqué, c'était le premier aussi. Ouais, je comprends. Je sais que, je sais plus si j'ai vu Paranoid Park, mais je sais qu'il m'avait un petit peu déçu aussi celui-là. Attends, je l'ai vu ou pas? Ou alors je confonds. Je crois que je confonds avec un autre film que j'ai vu au même moment qui était assez similaire. The Imitation Game, qu'est-ce que ça fout là? Genre vraiment. Tu penses quoi de Nickel Boys? C'est surcoté à mort, Nickel Boys. Et je sais qu'on m'avait demandé aussi sur TikTok, tu penses quoi du cinéma de Mikio Naoze? Faudrait que je mate un jour, mais je crois que j'ai rien maté de lui malheureusement. Mais Nickel Boys, c'est vraiment surcoté, je pense qu'il sera dans ce top là, malheureusement. Mais je sais que je l'avais vu dans le top 1 des meilleurs films des années 2020, et je me dis putain, mais c'est chaud quand même, hein. Enfin, ça va quoi, je sais pas qui pourrait aimer ce film là quoi. Enfin, il est bien, mais waouh. Ouais, belle photo et encore quoi. Voilà. Mais du coup, oui, The Imitation Game, encore un biopic, en plus un biopic à la con, où personne ne s'en souvient pour. Qui est le réalisateur de The Imitation Game? Qui est le réalisateur de The Imitation Game? Voilà, tout le monde personne ne se souvient de ce type là. Il a fait quoi? Il a fait Passengers. Voilà, c'est vraiment. Qui se souvient de ce type-là? C'est un faquin, c'est vraiment. Enfin, c'est. Y a rien, quoi. Y a absolument rien dans ce film et je trouve que c'est vraiment gaze. Oh, c'est. Je l'ai vu il y a très longtemps parce qu'on m'avait dit, ouais, c'est mon film préféré et tout ça. Et je me dis, oh, vous abusez, quoi. C'est fou, hein. C'est vraiment fou, hein. Ce film-là, enfin, encore une fois, c'est un biopic classique en mode. C'est vraiment la structure des biopics. En mode, oui, il est jeune, sa jeunesse, je sais pas, des trucs en mode son père le battait, des trucs du genre. Après, il a fait des grandes études, personne ne le croyait, il a fait une invention miracle. Il est tombé dans la drogue, en plus, il était homosexuel, tout ça. Voilà, c'est ça le truc. Et quand même, il était politisé à l'époque parce qu'il faisait ça pour ça, et en plus, ça parle des nazis. Voilà, c'est ça, c'est un téléfilm illustratif, ça nous dit dans le chat, c'est ça. C'est vraiment ça, enfin, c'est. Voilà quoi. Pour moi, c'est important de rappeler que l'IA a un papa gay. Ouais, c'est d'ailleurs leur faute, ouais. Donc bon. Qui sont les monstres qui l'ont mis dans leur top 10? Bah ouais, mais en même temps, t'as Zam qui dit tu serais surpris du nombre de gens qui l'ont dans leur film préféré, c'est insane. Bah oui, moi ça m'étonne pas, hein, ça m'étonne pas bien sûr qu'il soit là, mais c'est fou hein, quand même la fraude que ce film-là a eu, hein, bien sûr. Signe du coup de Shyamalan. Alors c'est un film que je n'ai pas vu, mais où en fait c'est le genre de film où je l'ai pas vu, mais j'ai vu Karim Debache en parler et je l'ai vu. Enfin voilà, c'est ça le truc. Je l'ai vu sans le voir. Et j'aime bien la critique qu'a fait Karim Debache autour de ce film-là. Enfin vraiment. Oh, allez, c'est bon, vous pouvez arrêter, c'est bon. Mais en tout cas, oh, je suis content, pardon. Mais en tout cas, j'aime bien la critique qu'a fait Shyamalan de ce film-là parce qu'il y a quand même ce côté où bah, j'ai l'impression que bah, soit tu adores, soit tu détestes.
Et c'est vraiment le genre de film qui divise. Et je trouve que généralement, les films qui divisent sont très intéressants quelque part. Et je trouve que, encore, vous voyez, on avait parlé, on avait parlé de JDG qui parlait de la cohérence dans les films, etc. Bah, je trouve que Signe, à bien des égards, il est absolument génial d'un point de vue, de ce point de vue-là. Enfin, de ce point, si on met son cerveau de côté, etc. Parce qu'il y a ce point de vue sur la foi, sur les petits hasards, sur le fait que tout s'aligne, etc. Enfin, c'est vraiment génial. Et voilà quoi. Et je vois juste Poisson qui nous partage une image qui apparemment est géniale. Oui. Alors après, vous êtes traumatisé par ça, vous êtes traumatisé par pas grand chose, hein, clairement. Mais franchement, enfin c'est. Par contre, Incassable est au-dessus. Voilà. C'est un peu ça le problème, c'est-à-dire que pour moi, Signe, c'est très sympa et j'aime bien le débat que ça fait autour des gens. Enfin voilà, il y a un côté vraiment cool à ce niveau-là. Au-dessus d'Incassable. Faut doser. Faut doser. Enfin voilà. T'as pas vu le film à 5 ans la nuit. Non mais oui, mais ça je suis conscient. Enfin voilà, il y a quand même ce côté où c'est... Je l'ai pas vu jeune, je sais pas, ça se trouve quand on est jeune c'est ouf. Moi je me souviens, par exemple, je l'ai rematé pour Halloween cette année. Il y avait une émission qui passait à la télé, c'était genre les 100 plus grands mystères, etc. Et il y avait un truc où c'était un mec qui était dans un parking à regarder des caméras de surveillance et à un moment il y a un fantôme qui passe devant. Et ça moi j'étais tétanisé. Et je sais que et cette émission m'a tellement traumatisé, j'ai pas dormi pendant une semaine quand j'étais gosse. Donc voilà, je sais que quand on est gosse, c'est traumatisant, bien sûr, enfin voilà. Mais oui, enfin, oui, bon, bien sûr. Cloud Atlas. Au-dessus, je vous en supplie. Mettez-le au-dessus. Oui, les 30 histoires. Oh, et je me souviens qu'après... En plus, je l'ai rematé avec des potes et tout. En mode on se matait ça et j'ai eu des flashs en mode putain je sais que après il y a la grosse boule. Genre en mode il y a un truc, une des histoires mystérieuses c'est que ils ont trouvé une grosse boule toute ronde dans la forêt. Et ça je me suis dit oui c'est trop bizarre. Mais vraiment bon ben Cloud Atlas exceptionnel, mettez-le au-dessus. C'est un grand film sur la vie, c'est un grand film sur plein de trucs, enfin c'est absolument incroyable. Et je trouve que c'est vraiment génial et c'est vraiment un film qui m'a particulièrement marqué. Donc vraiment c'est fou quoi, c'est vraiment incroyable quoi. C'est vraiment incroyable, j'aurais dû faire d'autres comptes pour voter Cloud Atlas. Mais moi, il aurait été dans mon top 10 si j'étais un peu, voilà, si j'étais un peu normal. Je sais pas, Speed Racer est ultra haut dans le top. Respect. Mais alors, choix objectif, c'est Speed Racer au-dessus. Cloud Atlas, voilà, top 200, top 300. Mais soit personnel, c'est Cloud Atlas, il aurait été dans mon top 100 personnel, je pense. Hein, clairement, enfin, c'est un film d'une richesse et en même temps d'une douceur. Et enfin, il est vraiment cool, quoi. Il est vraiment génial, quoi. Alors, The Wailing, du coup, c'est le film avec le diable, c'est ça? C'est le film avec le diable, il me semble. Vachement chouette The Wailing, hein. Bah, du coup, c'est quoi? C'est The Strangers, voilà, The Strangers. Exceptionnel The Strangers, vraiment très très bon The Strangers. Mériterait peut-être d'être au-dessus, je pense, hein, au moins top 300, quelque chose du genre, parce que The Strangers c'est un excellent film. Et je trouve que c'est vraiment génial. Et c'est un film où en fait, moi c'est le genre de film où on se souvient beaucoup d'une scène, mais on se souvient de cette scène là parce qu'il y a eu tout le film avant. C'est un peu ça, c'est à dire que moi je déteste les films où on se souvient que d'une seule scène et où on trouve que y a une scène qui est absolument géniale, mais où tout le reste on l'oublie, etc. Et le film tourne que autour de cette scène là et en fait c'est juste la scène, une sorte de scène money shot, etc. Et puis voilà. Moi je trouve que du coup The Strangers, il y a un vrai truc où il y a une scène qui est vers la fin qui est absolument incroyable, mais où en fait ce qui est génial dans cette scène là c'est tout ce qui a mené avant. Tout ce qui a mené avant cette scène là est absolument fou, est absolument dantesque. Et pour moi, c'est ça aussi où je trouve que le film est vraiment génial, c'est que il y a quand même cet aspect où tout ce qui mène à ça, on l'oublie quelque part, mais il reste quand même particulièrement en nous. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très touchant dans The Strangers et que je trouve vraiment super bien fait. Je suis rationnel, Speed Racer en top 1, Cloud Atlas en 15-20. Oui, peut-être. Voilà. Mandy, je ne l'ai pas vu. J'ai l'impression que, voilà, moi j'aime beaucoup Nicolas Cage. Hein, j'ai vu un film de Nicolas Cage hier et aujourd'hui. J'aime beaucoup Nicolas Cage. J'ai l'impression que, voilà, c'est un peu.
on abuse un petit peu peut-être. Enfin voilà, ça a l'air très bien. Mais voilà, et je sais que voilà, il y a Tadzam dans le chat qui est un grand fan de Nicolas Cage. J'ai l'impression qu'on abuse peut-être un petit peu, mais voilà, c'est bon, tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux qu'il soit là, tant mieux pour les fans de Nicolas Cage, c'est cool, voilà, pourquoi pas. Donc bon, mais je l'ai pas vu, donc je peux pas juger, ça se trouve il est très bien. Loud of War va être plus haut, bah oui. Bon, Lord of War, évidemment, il mériterait bien sûr. Un prophète qui est bien plus bas, parce qu'il était dans le top 100 hein, des critiques, il était même assez haut, je crois qu'il était top 60, quelque chose du genre. Il était bien plus haut dans le top des critiques, hein. Donc ça, là-dessus, c'est assez étonnant, hein. Mais ça m'étonne pas que dans le top des spectateurs, il soit aussi bas, parce que c'est pas le genre de film qu'on mettrait dans des top 10 de... On dirait que c'est un film génial, on dirait que c'est un film absolument exceptionnel. Je sais pas s'il serait dans des top 10, dans tant de top 10 que ça. Même si je trouve qu'encore une fois, enfin je vais me répéter par rapport au top 10, au top 100 des critiques, mais c'est un film génial. C'est un film absolument incroyable, hein. Un prophète, c'est absolument fou, c'est absolument prodigieux. C'est vraiment chouette, quoi. Trop franco-français peut-être est très dur. Ouais, encore, il y a cette suspension qui fait assez film iranien, enfin film de Kiarostami, il y a cette suspension du temps par moment qui, je trouve, rassemble beaucoup de cinéma quelque part. Et surtout que Audiard, c'est quand même un des réalisateurs français les plus américains. Hein. Vraiment. Je sais que récemment, on s'interrogeait sur... Il y avait qui comme réalisateur qui pouvait faire déplacer des foules, mais je pense quand même que Audiard... Particulièrement aujourd'hui, il pourrait faire déplacer des foules. Hein. Emilia Pérez, ça a quand même vachement déplacé des foules. Alors qu'il y a quoi? Il y a Zoé Saldana, qui est quand même une actrice assez bankable, mais c'est tout. Et non, c'est vrai, j'avais oublié, il y avait Selena Gomez, je suis con, pardon. Mais en tout cas, voilà, c'est... Le temps est passé, s'il avait 5-6 ans, il serait bien plus haut. Bah oui, en fait, l'effet de récence aurait vraiment profité autour de Un Prophète si on faisait un top... Genre, je pense que dans un top des années 2010, il est dedans. C'est ça le truc. Enfin, des années 2000, 2000 à 2010, il est dedans, évidemment. Bien sûr, bien sûr. Once, on me l'a beaucoup vendu, si je ne me trompe pas. Non, c'est un autre. Ah non, c'est un autre film, pardon. Je confonds avec un autre film, du coup, donc je sais pas ce que c'est, Once, je vous avoue. Wedding Crashers, je n'ai pas vu. Ça a l'air d'être une comédie sympathique, sans plus. Je vais pas non plus me prononcer, quoi. Coucou Ouz sur TikTok. Eyes of Dog, donc du coup L'île aux chiens. L'île aux chiens, bon bah oui, c'est mérité parce que moi je sais pas s'il y a Fantastic Mr. Fox au-dessus, mais je trouve quand même, enfin j'ai vraiment préféré L'île aux chiens à Fantastic Mr. Fox. Je sais plus quelle note je lui ai mis d'ailleurs, mais je crois que j'ai été assez. Voilà, j'ai mis 4 étoiles. Je trouve que c'est vraiment un splendide film. Je trouve que c'est vraiment. Enfin, encore une fois, je trouve l'avis que j'ai autour de Wes Anderson, c'est que Wes Anderson est bien meilleur dans l'animation qu'en live action. Je trouve que son style se prête beaucoup plus à l'animation qu'au live action. Et je trouve que L'île aux chiens là-dessus, il gère super bien ça, il gère super bien cette candeur. C'est un peu, moi c'est le dernier Wes Anderson que j'ai adoré. C'est le dernier Wes Anderson où je me suis dit putain il y a vraiment un truc dedans que j'adore. Il est pas parfait, il est pas non plus incroyable, mais il est vraiment chouette. Et je trouve quand même qu'il y a des petits défauts, il y a des petits trucs, je sais pas, mais il y a quand même un truc où en fait dans ce dernier équilibre qu'il y a, enfin dans ce dernier film pour moi majeur, c'est qu'il a vraiment super bien atteint cet équilibre entre des personnages très droits, très neuroatypiques, très froids, avec en même temps cette douceur et cette candeur qu'il y a dans le film, qui est absolument génial. Et je trouve que c'est le dernier film qui a su super bien mettre cet équilibre-là. A Ghost Story va te faire enculer, genre vraiment. A Ghost Story va te faire foutre parce que pour moi, A Ghost Story, c'est un film qui est surpompé à mort et qui est vraiment dégueulasse. Enfin, je trouve que c'est vraiment nul à chier et je trouve que c'est vraiment pas un film terrible parce que c'est vraiment un film de fake deep à mort. Enfin, c'est vraiment nul et c'est une sorte de faux. C'est le Life of Chuck de son époque. Voilà, c'est ça. C'est le Life of Chuck de 2017 et je trouve que c'est vraiment nul et c'est vraiment le genre de film sur lequel on s'extasie qui est oui c'est mon avis hein, bien sûr hein, c'est mon avis, ça de toute façon je vais dire que mon avis si vous prouvez ça pour vous pourquoi pas, mais je trouve que c'est vraiment le genre de film où on s'extasie à mort dessus alors que oh c'est pas fin et encore une fois non c'est pas le film chinois les gens, c'est putain j'ai une morve au nez là qui est récalcitrante, je suis désolé de vous infiler ce spectacle là, mais je trouve que voilà, c'est vraiment le genre de film où c'est. C'est quoi ton Letterboxd? Oui, mon Letterboxd, moi, c'est Paf le meilleur. Je crois qu'il y a une commande pour ça. Letterboxd.
Mais bon, Letterboxd c'est pas le meilleur. Et je hais Ghost Story de toutes mes forces, hein, mais on est deux, hein, parce que vraiment moi, Ghost Story, je trouve que c'est vraiment un film. Bref, c'est vraiment un film que j'ai détesté. C'est vraiment un film que j'ai vraiment pas aimé. J'ai fait toute une vidéo dessus pour dire à quel point j'ai détesté et à quel point il y a plein de films qui sont bien meilleurs, qui sont bien plus cool. Et c'est pas l'aspect lent, c'est vraiment un film de branleur. Je déteste son réal. Enfin voilà quoi. Désolé, je déteste bien, mais voilà. Snowpiercer, du coup, Snowpiercer, moi je l'ai vu il y a très longtemps, mais mon vrai avis c'est que je trouve que c'est vraiment un excellent film, hein. Enfin, je trouve qu'il y a un vrai truc où Snowpiercer, oui apparemment le réal c'est un connard, enfin l'auteur de la BD adaptée c'est un connard, en plus il a mis des références à In the Panda dans ces derniers tomes. Donc voilà, je vais pas non plus dire que c'est une grande personne. Mais voilà, moi je pense que je l'aurais mis un peu plus haut quand même. Parce que je trouve quand même que c'est un film assez malin. Enfin, je trouve que le côté... Quelque part, le temps lui a donné raison. Parce que le fait que ce soit Chris Evans dessus, le fait que ce soit Chris Evans et en même temps un de ses acteurs fétiches là dont j'ai oublié le nom qui est dans quasiment tous ses films, Song Kang-ho qui est absolument, enfin voilà, qui est quand même dans 4 excellents films, hein, enfin voilà. Et je trouve quand même que il y a ce truc où Snowpiercer, ce qui est absolument fou, c'est ce truc où c'est pas fait par un ricain quoi. Et je trouve qu'en analysant comme ça, c'est absolument fou. Enfin, c'est vraiment cool. Et je trouve que, pareil, la fin, enfin, je trouve que le côté où cette mentalité de les Américains vont de l'avant, les Coréens et d'autres essayent d'aller sur les côtés. Donc ça là-dessus, c'est vraiment un gros message aussi et c'est vraiment chouette. Et ils essayent à chaque fois de regarder en dehors. Il y a quand même un truc là-dessus qui est vraiment intéressant dans l'analyse qu'on peut en faire. Donc voilà quoi, c'est vraiment cool. C'est un des, si ce n'est le meilleur Bong Joon-ho Imo. C'est dire le niveau de sa filmo, mais Poisson, tu as un cuistre, cuistre à fond, c'est fou quoi. Ensuite, du coup, on a le Chapeauté 2. Le Chapeauté 2, bah oui, évidemment. Enfin, et pour moi, je trouve qu'il est bien placé. Parce qu'il y a quand même ce côté où... c'est pour ça que le train des rails, d'ailleurs, il allait trop sur les côtés. Oui, mais justement, il y a quand même ce côté où c'est le train des rails aussi parce que le Coréen essaye d'aller sur le côté grâce à une bombe. Donc, et il y a quand même ce côté où oui, il faut se libérer de ce joug-là, il faut se libérer de cette mentalité d'aller toujours de l'avant et essayer d'aller ailleurs. Et c'est là-dessus où je trouve que le message est vraiment malin. Donc bon. Le Chapeauté 2 pour moi, c'est bien qu'il soit là. C'est vraiment bien qu'il soit là. C'est bien qu'il soit ici, c'est bien qu'il soit à cette place-là. Je trouve qu'il mérite pas une meilleure place. Parce qu'il y a quand même ce côté où c'est effectivement un film où on en a vendu des caisses autour de Chapeauté 2. Et il y a quand même un biais de récence très fort autour de ce Chapeauté 2 qui est vachement mérité aussi parce que ça reste un très bon film. Je pense que voilà, il y a quand même ce biais de récence là qui lui fait du bien aussi, hein, en bien des égards pour pouvoir rester en stop là quoi. Juste pour le design de l'œuf, le 1 le foudroie, mais non, le 2 il est vraiment cool. Il baisse Spider-Verse. Après, je trouve quand même que l'aspect Spider-Verse assez fou, etc., c'est surtout la scène d'intro, la scène de fin. Le reste du film, il y a des très bonnes scènes, mais c'est pas aussi dingue que cette scène d'intro et que ce combat final aussi qui est absolument fou. Donc voilà. Voilà. Patterson, bon bah moi Patterson je vous l'ai déjà mentionné précédemment, mais c'est un de mes Jarmusch préférés. Je trouve que c'est absolument fou, c'est absolument dingue, et je trouve quand même qu'il y a ce côté où c'est vraiment un excellent film sur la poésie, sur en fait je trouve que, vous savez, je vous le dis tout le temps, hein, il y a des Life of Chuck et il y a des faux Life of Chuck, c'est-à-dire qu'il y a des films qui sont vraiment universels et qui sont vraiment beaux sur les petits instants de la vie. Je trouve que Patterson est pile ce film-là. Patterson, c'est totalement ce film-là qui est en fait juste ce film totalement le fils du père, oui c'est vrai. Mais mais je trouve quand même que c'est vraiment ce film où c'est un film vraiment beau, c'est un film vraiment sur les petits instants de la vie. Et je trouve que dans ce genre-là, il est vraiment magnifique. Et c'est un film, je l'ai vu il y a longtemps, mais je serais pas contre le fait de le revoir parce que il y a vraiment un côté très beau, quoi. Enfin, vraiment magnifique, quoi. Voir deux mecs se tirer dessus depuis le même train à 5 wagons d'écart dans un virage serré. Le marxiste de la scène est pas fou. Mais oui, enfin, Poisson qui essaie d'analyser ça. Enfin, je comprends évidemment, mais
encore une fois, lis ce que dit Costa Gavras autour de ça, parce que vraiment, c'est assez pertinent, hein, bien sûr. Mais sur le côté divertissement et en même temps film politique également, je trouve que là-dessus, Bong Joon-ho, en termes, enfin, c'est une bonne relève de Costa Gavras. Allez, c'est ma hot take. Prenez-la comme vous voulez. Black Hawk Down, je n'ai pas compris l'engouement autour de Black Hawk Down, parce que moi, du coup, je l'ai vu en mode, on m'avait dit que c'était un des plus grands films des années 2000, etc. Je l'ai vu et je me suis dit, waouh, mais c'est... Alors peut-être que c'est un film où c'est des ricains qui sont matrixés par la guerre, d'autant plus qu'il est sorti en 2001, je crois qu'il est sorti peu de temps après, si je ne me trompe pas, le 11 septembre. Donc je sais pas s'il n'y a pas un aspect patriotique très étrange autour de ce film-là, et où, ouais voilà, il est sorti après le 11 septembre. Je pense quand même qu'il y a aussi cet aspect-là où c'est juste... il y a un biais là-dessus qui est vraiment très fort, où c'est... Voilà, il fallait un film patriotique à ce moment-là. Ce film-là est sorti. Voilà, quoi, c'est vraiment... Oui, c'est la chute du Faucon Noir, du coup. Désolé, il n'est pas traduit. Mais il y a quand même ce truc où, oui, il fallait un film patriotique à ce moment-là, précis de l'existence. Ce film-là est sorti, il a comblé un vide. Voilà, on se saoule un petit peu. Et c'est vraiment le genre de film où il a très très mal vieilli, je trouve. Pour l'avoir vu, du coup, bien plus tard. Il a très très mal vieilli. Formellement, c'est sympathique, hein, bien sûr, mais waouh, c'est chaud, quoi. Quitte à prendre un film patriotique, tu prends Spider-Man 2. J'espère qu'il est plus haut, Spider-Man 2, hein, quand même. Hein. J'espère vraiment qu'il est plus haut. Harry Potter 8, c'est ça. Je sais plus le titre en français, mais c'est le 8e opus, du coup. Bon, bah oui, c'est saoulant, parce que bon, ça mériterait même pas d'être dans le top 500 des meilleurs films du 21e siècle, hein, on va être honnête, hein. C'est vraiment pas top, c'est pas génial. Il y a des trucs rigolos dedans et je comprends que ça a été un phénomène quand ça s'est sorti, mais bon. Tu penses quoi du cinéma sans musique, toi? Bah, c'est cool. Mais j'aime bien le cinéma avec musique aussi. Moi, j'aime bien les deux. Bon, c'est pas mauvais, hein, c'est pas mauvais, mais top 500 des meilleurs films du 21e siècle, bon, on soupire un petit peu, quoi. Columbus de 2017 de Kogonada, que je ne connais pas du tout. Je connais même pas le réal, je connais rien. Donc j'avoue que je suis perplexe. Qu'est-ce que c'est que ce film-là? Je ne connais pas du tout, donc voilà, je me renseignerai. Ça a l'air bien, c'est plutôt bien noté par des gens de confiance. Donc voilà, pourquoi pas. Pourquoi pas. Je vais regarder juste qui est le nom du réalisateur ou de la réalisatrice. C'est un réalisateur sud-coréen. Ah, il a fait After Yang. Je crois que After Yang, je l'ai vu. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Mais il me semble que After Yang, je l'ai vu. Ou alors que j'étais censé... Je sais plus exactement. Mais il me semble que je l'ai vu. Je vais regarder juste vite fait sur Sens Critique. Non, je l'ai pas vu. Mais j'étais censé le voir parce qu'on me l'avait bien vendu. Et qu'on m'avait bien surcoté le film. Et je crois que je l'ai pas vu finalement. Ou alors qu'on m'a spoilé la fin, etc. C'est de tous les temps au 21e siècle. After Yang, c'est vraiment pas bien. Ouais, je sais pas, il me vendait pas du rêve non plus. Je me suis dit, waouh, ça a l'air un peu perché, bizarre. Un peu ce genre de film faux SF, etc. Donc voilà, ça m'avait un peu perturbé. Et ah tiens, il y a des statistiques en plus. Bon, Shin Godzilla, bah il est bas. Il mériterait vraiment d'être top 300, top 300, top 200. Pourtant, je suis pas quelqu'un qui l'a adoré non plus. Je trouve, enfin, qu'il a adoré. Je suis pas quelqu'un qui trouve que c'est un des meilleurs films de tous les temps, etc. Mais je trouve que c'est vraiment un excellent film. Et il mériterait vraiment d'être plus haut. Il mériterait vraiment exceptionnellement d'être plus haut, hein. Enfin, c'est vraiment un truc où c'est un film qui mériterait toutes les louanges qui peuvent lui être accordées, quoi. Parce que clairement, moi je trouve que c'est un film absolument génial. Une belle réinvention du mythe de Godzilla. Une belle modernisation de Godzilla. Parce qu'il y a quand même ce truc où moi ça m'avait surpris évidemment. Ce truc là du fait qu'il y ait des noms à gogo tout le temps. Du fait je crois que l'intro, les 10 premières minutes, il y a genre 50 noms qui te sont donnés dans la hiérarchie des choses, etc. Et je trouve quelque part que il y a presque un côté, si je devais être méchant avec le film, presque un côté réac dedans, qui m'a quand même un petit peu plu aussi. Mais où je trouve que c'est vraiment un truc où c'est vraiment cool à voir, et où il y a vraiment quelque chose dans ce film-là, et où le système administratif, comment on voit le système administratif, parce qu'il y a quand même ce truc où, à peine, oui, enfin, tu vois le truc quand même, et il y a quand même ce truc où, ce que je vois dans le film,
c'est aussi ce truc où, comment dire, ce que ça donne quand même comme narratif, comme horizon à la fin, fait moins réel quand même que le reste du film évidemment, mais il y a quand même ce truc où anti-administratif, particulièrement au Japon, qui peut être un petit peu regrettable. Mais je comprends également pourquoi c'est là, parce que bah, comment dire, le traumatisme de Fukushima évidemment, et le traumatisme du on n'arrive pas à gérer suffisamment bien nos catastrophes naturelles, alors que pourtant on sait qu'on en a, etc. Enfin, c'est vraiment chouette, et je trouve que bah, déjà ce poster là il est absolument génial. Le design de Godzilla je le trouve génial aussi. Enfin c'est vraiment un très très grand Godzilla. Enfin moi j'en ai vu que 3, j'ai vu que le premier, Shin Godzilla et Minus One. Je trouve que les 3 sont géniaux, enfin voilà quoi. Gosford Park, c'est un film du coup de Robert Altman, et c'est un truc que je me disais, c'est que Robert Altman, je crois que je n'ai vu aucun film de lui. Alors que pourtant c'est un très grand réalisateur. Mais ouais. Alors que justement la fin c'est le truc le plus réel du monde, en mode il faudrait armer le Japon quand même, le tout sponsor par les tanks de l'armée. Ouais mais en fait il y a un côté sur comment dire, sur l'entraide qu'il peut y avoir entre les gens qui me plaît un petit peu. Mais oui, je suis d'accord avec toi, il y a quand même ce côté second amendement presque. Mais voilà, mais Robert Altman, il faudrait absolument que je vois des films de lui, notamment MASH, Nashville, on me l'avait vendu aussi, The Long Goodbye bien sûr. Enfin vraiment, il y a ce truc où il faudrait vraiment que je vois des films de lui. Apparemment Gosford Park c'est très bien. Donc voilà. Ça parle des classes sociales, bah très bien, très très bien. Tree Woman, mon préféré pour l'instant. Mais il faudrait que je vois du Robert Altman, c'est ce genre de réalisateur où j'ai vraiment manqué toute sa filmo, et pourtant c'est un grand réalisateur. Bah notamment, lui, Jean-Baptiste Story, il en parle. Il parle de quel film déjà? Je sais plus exactement. Mais il parle d'un film de lui, et je trouve qu'il m'a intrigué quand même dans comment il en parlait. Il parle le démon des femmes, et il en parle plutôt bien. Donc ça a l'air vachement chouette. Donc voilà. Bones and All, je ne l'ai pas vu, c'est un des Guadagnino que je n'ai pas vu, parce qu'il ne m'intéressait pas. Enfin, il y a vraiment ce truc où juste, je sais pas, ça ne m'intéressait pas dans ce que ça racontait, dans ce truc-là. Je me suis dit, oui, bon, ça ne m'intéresse pas. C'est vraiment ça. Juste, ça ne m'intéresse pas, je sais pas, c'est peut-être juste moi, et peut-être que si je le regarde, c'est vraiment cool, mais ça m'intéressait pas. Grand Torino, alors Grand Torino en plus, ça m'étonne qu'il soit si bas, parce que je sais qu'il est même dans des tops des meilleurs films de tous les temps. Donc ça m'étonne qu'il soit si bas, hein, parce que clairement, pour moi, il mériterait clairement d'être bien plus haut. Je pense quand même qu'il y a ce truc où, encore une fois, tout comme pour Mel Gibson, tout comme pour Keshish, pour d'autres, il y a quand même ce côté où Clint Eastwood, juste les gens n'aiment pas Clint Eastwood parce qu'il a trop des opinions radicales, alors qu'en plus il a même pas des opinions si radicales que ça. Clint Eastwood, il est pour le mariage pour tous, il est contre l'armement. Enfin voilà quoi, il est pour un contrôle des flingues aux États-Unis. Hein. Ce qui quand même est plutôt osé, hein, pour un gars qu'on voit comme le Clint Eastwood républicain à mort, etc. Il est anti-Trump, il aime pas Trump. Il est libertarien, voilà, ça il s'est toujours revendiqué de ça. Et quand même, bah, Gran Torino là-dessus, je veux dire, si vous aimez pas, je veux dire, moi je trouve ça totalement normal, par exemple, de se dire que la passion du putain, le truc du Christ là, parce que je confonds avec la rédemption du Christ, je crois. Mais la passion du Christ, par exemple, de Mel Gibson. Bah oui, évidemment, enfin c'est un message, ça donne les messages horribles qu'on attribue à Mel Gibson. Donc oui, évidemment. Et je comprends que Hacksaw Ridge soit bas parce qu'il y a un délit de faciès, etc. Il y a un délit de sale gueule autour de ses opinions. Et je comprends évidemment, et je suis en mode, bah oui, il faudrait pas que Mel Gibson continue à faire des films quand même parce qu'il a trop dit de la merde. Mais il y a quand même ce truc où Clint Eastwood, pour le coup, je veux dire, vous regardez tous ces films, j'ai envie de dire... Même American Sniper, hein. American Sniper, on l'a trop vendu comme un film de facho. Revoyez-le. Oui, il fait un Passion du Christ 2, tout à fait. Revoyez-le, American Sniper, parce que c'est intéressant à analyser d'un autre point de vue, je trouve. Encore une fois, si c'était un gauchiste qui avait fait American Sniper, vous avez tous fait une autre analyse du film. Et c'est ça qui m'intrigue aussi. Parce que je vois plein de gens dire que c'est un film de facho, etc. Et je trouve que c'est un film avec une imagerie compliquée, mais je trouve justement que comment ça s'appuie sur cette imagerie-là pour faire autre chose, ça aurait été, je vais le dire, hein, ça aurait été Spike Lee
qui avait fait American Sniper, bon, le style aurait été très différent, etc. Mais admettons, ça aurait été le même film, vraiment stylistiquement, etc., et en termes de fond. Les gens auraient pensé que ça aurait eu un autre message. C'est ça qui m'intéresse aussi avec American Sniper. Je sais pas s'il sera plus haut, je pense pas qu'il sera plus haut parce qu'il est trop mal vu. Et encore une fois, d'ailleurs, très beau texte dans Quelle était ma vallée de Jean-Baptiste Toré autour de Clint Eastwood. Et autour de ce qu'il fait, de ses avis, etc. Et du côté où il a été très très moqué par plein de gens et très mal vu par plein de gens. Mais vraiment, non, c'est pas mon top 500, c'est le top 500 des meilleurs films du 21e siècle d'après les lecteurs du New York Times. Mais en tout cas, je trouve quand même que Gran Torino a vraiment un délit de sa gueule très très fort et qui mérite pas tellement. Enfin, c'est vraiment le genre de truc où je trouve quand même que c'est abusé. Quelque part, c'est abusé. Et je me dis qu'il mérite mieux que ça. Il mérite mieux que ça. 40 ans toujours puceau. Bon bah oui, tant qu'à faire. Tu vois. C'est vraiment, moi je suis. Enfin, c'est bon quoi, c'est bon. Vous avez le droit de mettre d'autres trucs quoi. Enfin, globalement, moi je trouve que c'est abusé de mettre aussi haut quoi, parce que c'est sympa quand on entend toujours puceau. De là le mettre là, c'est abusé quoi, c'est abusé. C'est vraiment abusé quoi. Vraiment, c'est abusé. Donc bon, c'est sympa, mais bon, c'est sympa, c'est tout quoi. Après, il a servi de figure de proue à la NRA, ça n'a pas aidé. Le truc où il parle à une chaise vide en faisant genre c'est Obama, c'était chelou. Oui, mais ça, vous voyez, c'était chelou, mais c'était un moment où juste c'est un vieux papy gâteux, bizarre, qui parle à une vieille chaise de Obama. Je me suis renseigné du coup, pareil sur Clint Eastwood, sur ses opinions récemment en plus. Je me suis dit, tiens, j'ai envie de me renseigner sur ses opinions politiques parce qu'il a une carrière politique en plus de Clint Eastwood. Mais il a été, je crois, maire d'une petite ville, un truc du genre. Il a été mandaté en Californie pour faire des trucs, etc. Enfin voilà, mais je trouve quand même que là-dessus, il est pour un contrôle des armes à feu. Il est en mode, c'est trop. Enfin, il y a trop de tueries de masse. Il faut absolument qu'on contrôle les armes à feu. Enfin, vraiment, voilà quoi. C'est comme Bridesman surhypé par les fans d'Apato de certaines rédactions. Mais oui, enfin, c'est culte pour les Américains, oui. Enfin voilà quoi, c'est un film culte pour les Américains, mais c'est pas génial. Je sais même pas si c'est le meilleur film avec Steve Carell. On s'emmerde quoi globalement. Enfin c'est sympathique, c'est un film. Moi je l'ai vu en direct ou DVD, enfin en DVD quand j'étais jeune. Je trouvais ça rigolo. Voilà quoi, peut-être si je le revoyais aujourd'hui, je trouverais que c'est un film d'une maîtrise très folle autour du cinéma, autour de l'Amérique, etc. Mais bon, Apato globalement on rigole quand. Non, Apato je trouve quand même qu'il y a des trucs qui sont sympathiques dedans. Mais je trouve que ouais, c'est vraiment abusé quoi. Faut faire celui avec la fin du monde. This is the end. Je crois que c'est ça, c'est This is the end. Ou alors c'est un autre, c'est celui avec Steve Carell à la fin du monde et avec aussi Helena Bonham Carter si je me trompe pas. Mais voilà quoi. Ensuite du coup, je crois qu'il y en a deux de films. Enfin, il y en avait beaucoup de films sur la fin du monde autour de 2012 parce qu'il fallait capitaliser. Mais voilà. Ensuite du coup, on a Billy Elliot. Bah Billy Elliot c'est très sympathique. Alors top 500, je sais pas. Mais Billy Elliot, en tout cas, c'est très sympathique. Ça, je trouve ça à sa place. Peut-être c'est un petit peu haut quand même par rapport à d'autres films, mais je trouve ça à sa place parce que je comprends que plein de gens le mettent et je trouve que c'est un film. Enfin, je l'ai maté, je me suis dit tiens, c'est quand même sympathique. Il y a quand même des trucs dedans qui sont très cool à voir. Et je trouve quand même qu'il y a ce truc où, oui, effectivement, il y a un beau message beau message sur la lutte des classes, évidemment. Même des beaux plans et une belle écriture. Enfin, moi, ça m'avait surpris parce que je l'avais vu tard. Je l'ai vu tard et je me suis dit, putain, en fait, c'est assez solide. C'est vraiment un film où c'est très beau, c'est très poétique, ce que ça essaye de faire également. Et je trouve qu'il y a quand même ce truc où ouais, c'est beau, quoi. C'est un beau film. C'est vraiment un beau film, quoi. C'est magnifique, quoi. C'est un beau film. Et voilà, quoi. Même, il y a des belles images, il y a une belle interprétation. Pourquoi pas quoi. Alors Pain and Glory, du coup Gloria et Dolor, c'est quoi? C'est Douleur et Gloire, il me semble. C'est jusqu'à ce que la fin du monde nous sépare avec Karel. Ah oui voilà c'est ça, je confondais également. Mais du coup Douleur et Gloire, moi je ne l'ai pas vu. Apparemment c'est un film assez autobiographique de Almodovar. Faudrait que je le voie vraiment, ça a l'air chouette. Minari je crois que j'en avais parlé dans le cadre du top des années 2020. C'est vraiment le Life of Chuck de cette année là. C'est-à-dire que, alors, en fait, je pense qu'il y a plein de gens qui ont été totalement flabbergastés
de voir juste des gens ne pas parler états-unien, quoi. Globalement, il y a un peu ça, et c'est sympathique, hein, vraiment, et je trouve ça rigolo, et je trouve ça sympa. Mais quand même, c'est vraiment, c'est pas non plus incroyable, quoi. C'est vraiment, bon, on s'emmerde un petit peu. Je crois que ça parle quand même pas mal aussi états-unien dedans. Life is Chuck, c'est si nul que ça. Non, c'est pas pour dire que c'est nul, c'est pour dire c'est ce film universel, mais qui est pas si terrible que ça, quoi. Salut la flotte, j'espère que tu as bien survécu à ta nuit du Méliès, puisque je t'ai croisé, on s'est croisé là-bas, j'ai croisé des gens à la nuit du Méliès, évidemment. Mais évidemment, comme si j'étais une superstar. Mais voilà, mais c'est Minari, oui, finalement, c'est pas non plus génial, quoi. The Power of the Dog, je trouve pour le coup que The Power of the Dog, c'est un très grand film. C'est vraiment un très bon film, et un film où on est passé un petit peu à côté, et plus le temps passe, plus je l'apprécie. Je crois que quand je l'avais vu, j'avais pas tellement kiffé, j'avais trouvé ça trop lent, j'avais trouvé ça trop osef. Mais finalement, c'est quand même un film où plus le temps passe, plus je l'apprécie. C'est vraiment le genre de film où je pense qu'il a bien vieilli avec son temps, et je trouve qu'il est vraiment, vraiment chouette. Et je trouve que c'est cool qu'il soit là, c'est cool qu'il soit aussi haut aussi, enfin c'est cool déjà qu'il soit là, parce que c'est cool de voir qu'il y a des gens quand même qui ont pu l'apprécier à sa juste valeur, et je pense que je l'ai vu un peu trop jeune, il faudrait que je le revoie, mais c'est pas le genre de film que je détesterais de prime abord non plus, quoi. Donc bon. Et Hot Rod, je n'ai pas vu.